une production du Studio SF. Un des patterns qu'il faut surtout éviter en couple se traduit aussi en organisation. Qui est? L'effet jet bleu. Puis en organisation, ils ont identifié ça comme étant des portes coulissantes. Par exemple, un client te parle d'un problème qu'il a, ça n'a rien à voir avec les produits que tu as à y vendre. Tu prends la porte coulissante parce que tu as quelqu'un en tête qui pourrait résoudre son problème. Je lis les livres de développement personnel, je comprends toute la théorie. Mais après, c'est de le mettre en pratique. Ouais, de le vivre, c'est différent. C'est pas un geste militaire. L'autodiscipline, c'est cette capacité d'amour-propre envers toi-même. C'est les fondations de ta plus grande liberté. Je suis quand même très TDAH dans la vie. J'ai pris la décision de me médicamenter l'année passée. Ça a changé ma vie. Ça vrai? Ah, complètement. Salut Benoît! En forme? En grande forme. Superbe. En grande forme. Toi-même? Oui, je suis content de te rencontrer. Moi aussi. Parce que là, c'est comme on se connaît pas vraiment, Pas nous tout. deux. Zéro. On s'est déjà croisés. Rapidement. Ouais. Ancien professeur de l'ESG. Ouais, chargé de cours pour Chargé de cours, ouais. la sensibilité. Ancienne étudiante de l'ESG. Moi-même, t'as fait un bac? Ouais. Moi aussi. En administration des affaires. Nice. Ouais. Et là, t'es ici aujourd'hui parce que j'ai fait un post sur LinkedIn et j'ai demandé qui est-ce que vous avez envie d'entendre. Et on m'a suggéré ton nom et je suis allée voir sur ton profil et je me suis dit, c'est exactement de ça que j'ai envie de jaser. Il y a tellement d'affaires que tu parles qui viennent résonner fort chez moi. Comme quoi? Toute ta notion de l'écoute, j'ai pris plein de notes, là. OK. Oh. Mais tu sais, justement, là, la connexion humaine, puis tu sais, on a eu la chance d'en parler très brièvement ce matin au téléphone. La connexion humaine, comment on bâtit un rapport avec quelqu'un. On en parlait un peu aussi, la vulnérabilité, l'importance de la vulnérabilité. Fait que moi, je suis très excitée de faire ce podcast-là avec toi aujourd'hui. Admettons, pour comprendre qui tu es, là, juste pour faire une petite mise en contexte, qu'est-ce que les gens doivent savoir de toi? C'est une bonne question, ça. Comme ça, live. Que j'ai jamais appris autant que quand je m'arrête puis j'observe mes enfants. Et que mes enfants définissent beaucoup qui je suis. Dans le sens que si tu observes mes enfants, tu vas probablement bien me connaître. Ouais. Wow. C'est ce qui m'est venu live comme ça. T'as été joueur de soccer. Ouais. Ouais. Donc, pour apprendre à te connaître un peu, là, la méthodologie que j'utilise derrière le podcast, c'est que c'est un café. Fait que, je veux pas arriver over-prepared parce que je veux être surprise, je veux découvrir, puis je veux découvrir autant que les gens. Tu veux aussi surprendre ton invité. Ça, j'adore. Mais j'ai quand même écouté le podcast que tu as fait avec Cléo Maheu, d'hypercroissance, qui était extrêmement intéressant, ma foi. Puis j'ai écouté un peu ton histoire, là, fait que si tu veux peut-être en faire un petit résumé, les grandes lignes, mais les lignes qui ont été très significatives pour dessiner l'humain que tu es aujourd'hui. OK. C'est sûr que je peux pas passer sous silence. Quand j'étais très jeune, j'avais 8 ans, il est arrivé un accident tragique dans notre nid familial. Un de mes frères est décédé. Accident. Il s'est noyé dans notre piscine. Et donc ça a déterminé beaucoup de choses. On dit moins de 20 ans, ils ont déterminé ce que certains n'assimilent pas en toute une vie. Donc, il y a une expérience comme ça, ça te marque. Et t'en tires des leçons, tu grandis. Mais quand tu as 8 ans, c'est pas nécessairement la chose qui t'est prédestinée. Donc ça a été quelque chose de super majeur. Comment tu vis ça, toi, à 8 ans? À 8 ans, un gros traumatisme. Comme mes parents, mais différent. Comme mon autre frère, mais différent. Chacun des deuils a été différent, mais très dur. Je suis passé de l'extraverti à l'introverti, pas capable d'exprimer rien. J'ai eu de l'aide, de la thérapie, machin, mais ça a été un moment vraiment fort. Et après, par exemple, un de mes meilleurs amis qui a émigré du Chili, qui m'a appris la beauté dans la différence, Philippe, qui est mon meilleur ami de tous les jours, qui m'a introduit au football, au soccer.
Et c'est grâce à lui que j'ai voulu en faire une carrière, après le soccer, après... donc, c'est des choses qui ont vraiment été déterminantes. Là, tu t'as dit Ben non, mais j'ai tellement le goût d'aller là. OK, mais je veux pas qu'on passe l'épisode là-dessus, Ouais. là, puisqu'on pourrait passer en 2 heures juste là-dessus, là, cet événement significatif dans ta vie. Mais, admettons, tu me dis ça, puis moi, je me dis dans la peau d'un... Tu sais, mettons, dans la peau d'un parent, ça va être un choc. Tu sais, c'est la pire affaire qui peut pas t'arriver dans la vie, là, j'ai comme l'impression. Là. Tu as tout à fait raison. Puis j'ai de la misère à voir comment je pourrais être un bon parent après. Sur le coup, là, tu sais, j'ai de traverser une séparation, puis j'ai eu de la difficulté à être la meilleure version de moi-même en tant que maman. J'imagine même pas comment... Tu sais, fait que, mettons, toi, tu dois vivre comme un peu un double où ce que, comme, tu sais, tu vis le deuil de ton frère, mais aussi, il doit avoir comme... Oui, il y a un nuage noir, là. Et l'affaire, c'est que les parents vivent ça différemment. Tu as mentionné une chose vraiment intéressante, c'est que il faut développer sa résilience, qui est finalement un nouveau départ après un deuil. Et c'est ce que tu as vécu avec ton divorce. Donc, c'est un nouveau départ après un deuil. Et le problème, c'est que les gens ne partent pas de la même place. Mon père et ma mère n'ont pas vécu la même chose, n'ont pas eu les mêmes besoins. Puis, à un moment donné, j'étais en train de développer un contenu sur la résilience. Fait que j'avais été faire une interview. En fait, j'étais curieux. Fait que j'ai été contacter un psychiatre qui aide les gens qui sont vraiment dans des difficultés épouvantables. Tu sais, des affaires que tu peux pas t'imaginer. Et je lui avais demandé, il y a quelques années, j'avais demandé, je dis, qu'est-ce qui fait que certains s'en sortent mieux que d'autres dans des cas comme ça? Parce que quand je regarde, ma mère, là, c'est une lionne. Quand tu regardes, elle a perdu son conjoint, elle a perdu un enfant, écoute, c'est épouvantable. Et tu la regardes dans une salle, tu peux pas t'imaginer que c'est elle. Elle est extraordinaire, pétillante. Et le monsieur en question, le psychiatre, m'a dit, les gens qui s'en sortent mieux ne se sentent pas coupables, mais responsables. Il y a une grande distinction entre coupable et responsable. Les gens qui s'en sortent mieux ne se sentent pas coupables, mais responsables. Tu comprends? Et il m'a dit une autre chose. Il m'a dit, lorsqu'il y a une réalité qui les dépasse, ces gens-là vont jouer avec la réalité. Tu sais, quand quelque chose qui est épouvantable qui t'arrive, là, qui te dépasse, ben ces gens-là qui s'en sortent mieux vont créer du sens, puis ils vont jouer avec la réalité. J'avais adoré ce qu'il m'a dit parce que c'est exactement ce que ma mère a fait. Elle a joué avec une réalité. C'est quoi l'exemple? Mettons, elle a créé du sens avec ce qui est arrivé. Elle a recommencé à enseigner au primaire, chose qu'elle avait abandonnée. Elle a aidé une multitude de personnes. Elle a énormément créé de sens avec cet événement épouvantable qui est arrivé. Elle a joué avec la réalité. Tu as vu le film La vie est belle? Ben, c'est exactement ce que le papa fait avec l'enfant. C'est le plus beau film qui a jamais été fait. Là. Et qu'est-ce qu'il fait, le papa, avec l'enfant? Il joue avec la réalité. Ouais. Il lui invente un jeu. C'est déjà plein de frissons. Mais c'est pas beau. Et donc, quand on me dit qu'est-ce qui me définit, pourquoi j'ai passé ma carrière sur les habiletés relationnelles sur l'humain, ben, c'est en raison de cette expérience-là au départ. Ça m'a développé cette sensibilité à l'autre, de découvrir l'autre dans toutes ses beautés, sa saveur, sa complexité, parce que plus qu'on creuse, plus qu'on découvre que tout le monde a des réalités complexes et savoureuses, ben ça a commencé là. Après ça, tu es parti habiter au Maroc, tu es allé en France, donc tu as beaucoup voyagé. Ben en fait, j'ai fait mes études universitaires parce que j'ai eu une bourse pour le soccer. Puis après, j'ai dit à mes parents, j'ai un essai qui m'attend. C'était vraiment pas vrai, mais ils ne savaient pas. Puis je suis parti au Maroc. Et moi, c'était juste ça que je voulais, c'était jouer au foot. Je faisais juste ça de ma vie. Et j'ai collectionné les échecs au Maroc, en Tunisie, au Portugal, et j'en ai fait des essais. Chaque fois couronné de, malheureusement, un échec ou un apprentissage, peu importe comment on l'appelle. Et j'ai jamais réussi. J'ai même eu une hanche artificielle à 20 ans. Fini, capote. Et tout ça, ça t'amène en France? Pas en France. Ben, j'ai fait des études en France, okay. Ouais. Mais non, ça m'amène à dire qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, quand tu as donné tout pendant des années à quelque chose puis ça n'a pas marché, tu fais quoi? Ben, je me suis mis à réfléchir. Puis je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé dans tout ça? Ben, ce que j'avais vraiment aimé, c'est de découvrir les gens
au Maroc, en Tunisie. Hey, on m'accueillait comme un roi dans des endroits pas possibles. D'autres fois, je vivais sur un banc de parc. J'ai tout vécu. Et chaque jour, j'ai vécu des choses mémorables, ne serait-ce que par la curiosité que j'avais avec les autres. Être sincèrement curieux, c'est de là que je l'ai développé. Puis je me suis dit, dans l'éducation, ce serait la meilleure manière de faire ce que j'aime. Et donc, je me suis mis à faire un programme à l'Université de Paris-Dauphine, un MBA avec ESG UQAM. Et après, je suis devenu chargé de cours, puis j'ai fait toutes sortes de choses à l'université. Et là, ce livre-là, il arrive quand dans ta vie? Oui, ce livre-là, c'est un peu bizarre. C'est que moi, à un moment donné, je suis responsable des relations internationales à mon école de gestion, où je suis chargé de cours aussi. Puis j'ai bien du fun, mais là, il y a la COVID-19. Puis ma femme, mon mentor de l'époque, dit, il se parle, puis il dit, il va falloir que Benoît se trouve un projet, là, parce qu'il irrite tout le monde, tu sais, rester dans mon sol à temps plein, avec l'énergie que j'ai. Et donc, il y a mon mentor que je salue qui me dit, tu vas écrire un livre sur le sujet que tu interpelles tout le monde, que ce soit tes étudiants dans nos réunions, les habiletés relationnelles. On appelait ça les soft skills à l'époque. Et il m'aide à structurer ce livre-là. Puis là, je me fais une équipe de gens inspirants qui sont mes relecteurs. On est à peu près une dizaine, c'est pas des farces, là. Et à tous les semaines, j'ai cette discipline. Toi, tu parles du 1% meilleur, c'est tellement vrai. Puis, tu sais, j'ai intitulé ça « Être à son meilleur » parce que tu peux avoir des journées moins bonnes, mais l'idée, c'est d'évoluer à une version meilleure à tous les jours. Moi, j'y crois vraiment. Pas se comparer avec d'autres, mais juste d'évoluer, d'apprendre, d'en tirer des leçons. Et grâce à lui, Benoît Bazoge, qui est un prof à l'ESG, t'as peut-être eu ou pas, non. et grâce à plein d'autres personnes, dont mon épouse, qui est extraordinaire, qui a cru en moi et qui m'a donné du temps pour le faire, ben, j'ai écrit ce bouquin-là, en pleine COVID. Mais moi, je pensais que ma mère allait en vendre 2-3 copies à son cours d'aquaforme, sincèrement. Mais non, ça s'est vendu dans toute la francophonie, puis j'ai dû démissionner de mon poste. Puis je me suis lancé à mon compte comme conférencier alors que je ne savais même pas que ça existait. Donc, c'est un petit peu l'histoire. Fait que, tantôt, on parlait de la résilience, puis Ouais. tu disais qu'un des éléments des gens résilients, c'était justement de s'adapter à leur nouvelle réalité. Ouais. Ben, c'est un parcours quand même qui est... Ouais. Mais en fait, c'est que... Attends, il y a des choses importantes dans la résilience. Premièrement, on galvaude ce mot tout le temps. Biscuit résilient, matelas résilient. On l'utilise pour tout et rien, mais Mais personne... moi, j'ai jamais entendu biscuit matelas résilient. Moi, je Là, ça l'ai fait déjà- 2 fois que tu me dis Ben, c'est ça. Là. parce Ça veut que dire quoi, un j'étais biscuit résilient? Ben, je le sais pas, mais j'étais en France il y a pas longtemps, puis il y avait une promotion des biscuits résilients. J'en revenais pas, j'ai pris une photo. Fait que c'est comme des biscuits qui se cassent pas, Ben, genre mettons? qui, je sais pas. Qui s'autogénèrent. Mais matelas résilient, t'as déjà entendu ça? Jamais. Non? Non. Mais on l'utilise tout le temps. T'es-tu d'accord qu'on utilise le mot résilient tout Ouais. le temps? Mais là, demande à Moi, quelqu'un... ces temps-ci, on m'en parle tout le temps. Oui, mais alors, demande-leur de définir et là, ils vont avoir de la misère. Et d'ailleurs, la résilience, il faut quand même mettre un peu de lustre. De Boris Cyrulnik, qui est le père fondateur de ce mot-là, qui est un psychiatre, un psychologue, qui dit « La résilience, c'est rien d'autre qu'un nouveau départ après la perte ou le deuil, ou après un traumatisme. Peu importe ce que c'est. » Fait que si on revient avec ça, il dit, ben, il y a 2 choses bien importantes. Il ne faut pas sous-estimer les 1000 premiers jours de ton existence parce que c'est là où tu vas forger ta capacité de résilience. Puis il met en lumière 2 choses bien importantes. Si tu as une carence affective, ça va être bien dur de développer de la résilience dans ta vie. C'est pas impossible, mais tu pars avec 2 prises. Fait qu'il n'y a rien de pire qu'une carence affective. Fait du sens, non? Mm-hmm. Ça veut dire que c'est pas tous les enfants qui sont résilients. Ça dépend de leur environnement. Et la deuxième chose, il faut aussi développer des enfants qui sont capables de développer leur autonomie. Tu sais, des parents hélicoptères, là? Ouais. Ben moi, j'en suis un. Très mauvais. Je sais. Fait que c'est 2 choses importantes pour développer la résilience. Tu vois, moi, justement, tu sais, dans le premier épisode du balado, j'explique un peu c'est quoi mon histoire, mais moi, j'ai été laissée à moi-même, je dirais, assez rapidement. Tu sais, Fait que tu t'es débrouillé. je me suis débrouillée. Et pendant ma vingtaine, j'étais très en colère à cause de ça. Je trouvais que ça faisait pas de sens, mettons, que ma mère m'envoie un appartement à 15 ans. Seule? Toute seule, ouais. Pour aller vivre ses passions. Là. Elle venait de s'acheter un terrain de camping à Thetford Mines, puis elle voulait... Fait que moi, j'ai comme écopé. Puis tu
tu sais, pendant ma vingtaine, là, je me disais, tu sais, ça aurait été le fun d'avoir des petits lunchs, mettons, à 17 ans, tu sais, puis qu'on fasse mon lavage. Puis c'est vraiment dans ma trentaine, puis au fil de l'histoire de Cookit, que j'ai été capable de voir, ouais, mais tu sais, c'est sûr et certain que tu serais pas dans la vie où est-ce que t'es si t'avais pas vécu ça. C'est clair. Puis c'était comme... Autant que je lui en ai voulu, elle est décédée aujourd'hui, mais autant que je lui en ai voulu, autant que j'ai trouvé que ça, c'était probablement un des plus grands cadeaux qu'elle avait pu me faire. Puis ça, ouais. Fait que je trouve... Oui. juste de prendre le temps, des fois, de reframer un peu notre histoire, là, de dire, OK, j'ai vécu ça. Tellement. Ça m'a amené là pour pas comme... Si j'étais un peu tannée à un moment donné de dire, mais c'est ça. Puis il y a comme toute une mise en contexte aussi qui est plus grosse, là, mais ouais. À 15 ans, wow. Ouais. Mais ça, c'est vraiment important de développer son autonomie, qu'on soit capable de se débrouiller. Mais en même temps, il ne faut pas oublier le premier principe. Si tu es en carence affective, you're going to be in big trouble. Ça va être très, très dur. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça va être très, très dur. Quand je vois, j'ai des gens en tête, des gens qui ont eu beaucoup, un manque d'amour jeune, l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, c'est dur de développer sa capacité de résilience par la suite. Puis la résilience, il y a des facteurs qu'on peut activer de protection pour être résilient. Puis tu en as certainement activé quand tu étais, par exemple, dans ton aventure de Cookit, quand ça a été plus compliqué ou par ton divorce que tu as évoqué. C'est quoi ces facteurs-là de résilience? Ben, il y en a plusieurs. Il y en a un que j'aime beaucoup parler, surtout pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Les gens qui sont très résilients, ils ont ce qu'on appelle un optimisme réaliste, un optimisme lucide. Ils font pas l'erreur que le gouvernement en fait en mettant les lunettes roses puis en disant à la population, ça va bien aller. Ça, c'est une grave erreur. L'optimisme réaliste, c'est d'être capable d'avoir un optimisme pour le futur tout en étant lucide dans le moment. C'est rough, mais on va être correct, guys. Ben, j'ai pas envie de me connecter à ce happy hour en plein COVID, là. Je vois pas la lumière au bout du tunnel. Je suis stressant, angoissé, mais vous savez quoi? J'ai une belle équipe et on va le faire ensemble. Ça, c'est de l'optimisme réaliste. Donc, c'est des gens qui ont un optimisme réaliste. Ça, c'est un facteur très, très clair. Donc, les gens qui sont pessimistes de nature sont moins résilients. Les gens qui sont optimistes, lunettes roses, ça donne pas des bons résultats. Donc, l'optimisme réaliste, ça se cultive. Un autre facteur bien intéressant, c'est des gens qui ont le grit. Tu sais, c'est quoi le grit? C'est le couteau entre les dents, la persévérance dans l'effort. Même quand ça devient dur, ils persévèrent dans l'effort et ils continuent. Ça, c'est un autre très important. Un autre, c'est de donner du sens. Même quand une réalité va leur dépasser, tu as certainement contribué à donner du sens à ce qui t'est arrivé. C'est important de donner du sens. Un autre que tu aimes beaucoup peut-être, c'est le lâcher-prise. Sur ce que tu ne contrôles pas. Je ne suis pas très bonne là-dedans. Non, mais sur ce que tu ne contrôles pas. Ouais. T'es-tu bon, toi, dans le lâcher-prise? Moi? Non. Je dis pas que je suis bon, je te donne les facteurs de résilience. Il y en a quelques-uns comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu développes un peu sur la littérature scientifique sur le mot résilience, tu découvres que finalement, c'est des choses concrètes. Puis il y a des choses sur lesquelles on a du contrôle qu'on peut développer. Bien, j'aime ça parce que justement, tu sais, je pense qu'on partage cette curiosité par rapport à la vie, là. Puis, tu sais, tout ce qui est comme un peu un framework, pour moi, on dirait que ça vient comme m'aider, tu sais. Ouais. Ouais. Bien, deux autres que juste avant qu'on passe à ta prochaine question, c'est ils ont aussi une pensée flexible. Ils ont une flexibilité cognitive. Ils sont capables de s'imaginer des pistes nouvelles. Ils sont confortables dans l'inconfort. Ils sont toujours dans « je vais apprendre quelque chose » et je n'ai pas la certitude des choses et je suis ouvert à de nouvelles choses. Quand ils ont un débat, c'est pas de gagner le débat, c'est d'apprendre. Donc, ils ont une flexibilité cognitive. Et la dernière, c'est ils sont très, très bons dans le lexique émotionnel. Ils ont une flexibilité émotionnelle. Ils sont capables, de manière granulaire, de nommer des émotions. Pourquoi c'est important, tu penses, dans la résilience? Les émotions? De les nommer, de les identifier. Parce que les émotions, c'est un petit peu dans ton véhicule quand il dit que ton auto a un problème de pneus. Oui, c'est la même chose. Les émotions, c'est rarement un indicateur « fais quelque chose maintenant, Judith ».
parce qu'on n'est plus à le préhistorique où on est en menace constante. D'ailleurs, les menaces qu'on déclenche sont souvent irréelles ou imaginaires. Donc, les émotions, c'est un indicateur que quelque chose qui t'habite, c'est une information. Et il faut juste l'accueillir puis se dire c'est quoi que je ressens puis pourquoi. Puis le debriefing se fait pas live. Mettons que je ressentais un stress ou quand je converse avec toi, je me sens... Il y a quelque chose, un feeling qui m'habite un peu étrange. Ben, si j'ai à travailler avec toi au quotidien, au lieu de constamment avoir ce feeling-là, il faudrait que je décante pourquoi dans la conversation qu'on a pour que la prochaine fois, je t'exprime mes besoins pour que peut-être on puisse trouver un terrain d'entente au lieu de retourner dans ça à chaque fois. Donc, être capable de nommer les états émotionnels, les émotions, pas juste les 6-7 émotions primaires, mais de manière granulaire. Ça, moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup dans ma vie de tous les jours, mais j'utilise un outil qui s'appelle la roue des émotions, que je suis sûre que tu connais. Ouais. Fait que tu as les 6 émotions primaires, puis après ça, tu as la déclinaison. Ouais. Parce qu'on peut dire j'ai peur ou je suis en colère, mais pourquoi, tu sais? Puis là, c'est où tu es capable d'identifier. Oui. Fait que... Ça, c'est extraordinaire. Moi, c'est un outil que j'ai sur mon desktop, sur mon ordi, puis je m'y réfère quand même relativement souvent. Puis... tu sais, moi, je suis quand même très TDAH dans la vie. Et j'ai pris la décision de me médicamenter l'année passée. Ça a changé ma vie. Complètement. Complètement. Puis je reviendrai pas derrière parce que, justement, pour la première fois, dans toutes les sphères de ma vie, ça m'a permis d'aller au fond des choses. Mais est-ce que tu t'es certainement développé plein de mécanismes de protection ou des... je ne sais pas comment les appeler, là, mais... Des stratégies. Des stratégies, toutes ces années-là? Absolument. Puis moi, l'affaire, c'est que pendant des années... Bon, c'est sûr qu'avant, je ne savais pas, tu sais, quand j'étais au primaire, là, c'était pas un terme qui était justement aussi galvaudé. Là. Au fil des ans, j'ai fini par le comprendre que je l'étais énormément. À force de me le faire dire aussi. Ça met beaucoup de pression sur les gens. Là. Les gens que, tu sais, mettons, tous les copains que j'ai eus dans ma vie, c'est quelque chose qui ont payé le prix. Là, genre comment? Ah, ben parce que Judith, elle perd tout le temps ses clés, parce que Judith, elle se ramasse pas, parce que Judith, elle oublie tout le temps de payer le loyer, parce que Judith, une facture d'hydro, tu sais, c'est sûr, certain qu'elle va pas la trouver, parce que, tu sais, mettons ça. Mais après ça aussi, mon impulsivité dans toutes les sphères de ma vie, autant positive que négative. Tu sais, il y a de l'impulsivité, des fois, qui est comme, tu sais, ça m'allume, là, ça m'enflamme, puis c'est super positif, là. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment hot que j'embarque, puis comme... Ouais. Mais après ça, il y a de l'impulsivité négative aussi, là. Tu sais, si je suis fâchée, tu vas le savoir en tabarouette, là. Puis tu vas avoir un exposé de 17 km. Pourquoi? Genre, comme... Donc, ça affecte beaucoup tes prises de décision? Oui, puis en fait, l'affaire, c'est qu'avant... Le principal truc qui a changé dans la dernière année, pour moi, grâce à la médicamentation, puis là, je ne dis pas à personne d'aller... mais ça a été que pour la première fois, je pouvais aller au fond de quelque chose. Tu sais, moi, mettons, je ne comprenais pas c'était quoi une limite ou un besoin. Puis pourtant, tu sais, des livres comme ça, là, j'en lis 36 par année, tu sais. Mais l'appliquer concrètement, mettons, à ma réalité, c'est quoi? Une limite, là, je ne pensais pas que Judith en avait... Mais d'un autre côté, je pensais que j'en avais pas, mais ça finissait par sauter à un moment donné. Fait que là, de venir le comprendre de pourquoi, mais qu'est-ce qu'il y a là? Tu sais, pourquoi ça te trigger ça? Pourquoi ça fait plusieurs fois que ça te trigger? Qu'est-ce que... Tu sais, puis de le décortiquer. Puis moi, j'utilise énormément de ChatGPT là, dans ça. Parce que je suis comme, pose-moi des questions pour aller au fond des choses. J'adore. Pour comme... Tu décortiques. Ouais, je décortique, puis après ça, là, ça m'aide comme à décanter, puis à... Ben, tu dois être encore meilleur maintenant, là. À nommer les choses, à les décortiquer de manière granulaire et tout. Ouais, définitivement. Définitivement. Wow. Puis... Fait que, tantôt, je cherchais le mot, c'est système de compensation. Donc, tu avais plusieurs... Tu mettais des choses dans les compartiments, là, parce que tu n'étais pas médicamenté, tu avais toutes sortes de... Ça devait drainer beaucoup d'énergie. Ouais. T'as-tu retrouvé cette énergie? Non. Non, pas encore. La première chose qui m'a ramené de l'énergie, c'est ce projet-là. Puis, mettons, puis là, je vais vraiment parler de l'énergie professionnelle, mettons. Ouais. Parce que, tu sais,
Mais ouais, c'est ce projet-là. C'est comme là, de redécouvrir Baby Steps, un projet entrepreneurial qui est comme j'ai le goût d'aller au fond des choses. Ouais. I love it. Parce que j'ai une grande réflexion si je suis TDAH ou pas. OK. puis je pense que je le suis, mais j'ai jamais été médicamenté, jamais été diagnostiqué. Puis je pense que j'ai juste développé plein de mécanismes qui fait que je suis capable de vivre là-dedans. Ouais. Oui, puis je pense que... Mais je pense qu'admettons, pourquoi moi, tu sais, moi, je le voyais comme un super pouvoir. Ouais. Fait que oui, très annoying, là, dans le sens que comme les comptes à recevoir de Hydro-Québec, ils connaissent mon numéro par cœur. Mais non, mais là, je me suis abonnée au prélèvement automatique. Puis, bon. Mais à un moment donné, c'était juste trop. Puis je pouvais comme plus gérer. Puis plus ça allait, plus le stress, plus l'anxiété, plus l'insomnie, plus tout ça. Là c'est là où j'ai perdu, comme que j'ai commencé à perdre tous mes repères et que là, j'avais de la difficulté à opérer. Et donc, je suis allée vraiment consulter parce que là... Puis c'était dans les derniers... Comme dans les 3 derniers mois de coquette, là, puis là, tu sais, fallait que... J'avais pas le choix de passer à travers. Wow! Ouais. Quand... dans l'entrevue que j'écoutais avec Cléo, une chose que je trouvais intéressante, ça a été comment t'as parlé de justement comment, tu sais, mettons l'idée du livre, après ça la conversation avec l'éditeur, puis après ça, t'as comme l'impression que tu procrastines pendant quand même plusieurs mois, puis finalement, comme tu finis par l'écrire, c'est ça, comme en 4 mois, c'est ça? 5 mois, ouais. 5 mois. Puis moi, je trouvais ça fascinant quand même, ce processus créatif-là. Parce que, est-ce que t'as comme, en tout cas, ce que moi j'en ai retiré de ce que t'as dit, c'est, est-ce que t'as comme l'impression que justement ce livre-là, t'as peut-être eu l'impression que t'avais rien fait, mais que tu l'as mûri créativement pendant des mois, puis à un moment donné, tu t'es comme assis, puis tu t'es dit, OK, là, je suis prêt. C'est exactement ça. C'est exactement ce que tu fais avec ce projet-là. C'est exactement ce que tu as fait avec le projet Cookit, probablement. Tu te l'imagines, tu le vis dans ton imaginaire, tu collectes plein d'infos, plein de vécus, puis à un moment donné, tu as beaucoup de substance pour le mettre en lumière. Et sans t'en rendre compte, ça accélère le processus. Mais je dois beaucoup ce bouquin-là à ma femme parce que j'avais dit oui à mon éditeur, mais j'étais hyper occupé avec mon métier à l'université, puis avec mon métier de conférencier. Fait que j'en avais... Et j'avais dit à ma femme, je vais dire à mon éditeur que je le ferai pas. Puis on était au mois de... Je sais pas, j'avais dit oui au mois de mai. Là, on s'en va vers la COVID qui est en février, tu vois. Puis je me rappelle, en décembre, j'avais dit à ma femme, je vais dire à mon éditeur que je le livrerai pas. Elle dit non. Elle dit, tu sais jamais, on sait jamais ce qui va arriver. Attends. Parce que ça se planifie 1 an d'avance. Les éditeurs, ils font les publicités, les machins. Fait que je dis, OK, man, je vais attendre. Puis comme de fait, il est arrivé la COVID-19. Je me rappelle, c'est un jeudi ou quelque chose comme ça. Et là, je suis dévasté parce que mon monde s'arrête du jour au lendemain de toutes mes activités. Et je me rappelle, je faisais de l'insomnie, je dormais pas et je me suis mis à faire un collage de toutes mes relations significatives. Je l'ai encore, le tableau. Un tableau blanc, là. Ma fille avait ça dans sa chambre, un gros tableau blanc. Je l'ai pris, puis j'ai fait un collage toute la nuit de toutes mes relations significatives. Pourquoi? Parce que, s'il y a un héritage, moi, que je veux laisser, c'est mon héritage de relations. C'est les relations que je cultive. J'aime créer un lien vrai, authentique, sur le long terme avec les gens. Et fait que j'avais tissé un peu ce tableau et je me suis dit, je l'écris. Et je me suis levé à chaque matin à 5 heures. Je me suis entouré de meilleures personnes que moi pour des sujets, la structure du livre, les histoires, les titres, les machins. Et c'était un projet entrepreneurial, là, mon livre. Là. Les gens disaient, c'est extraordinaire. Je disais, c'est pas moi, c'est toute une équipe. Je savais quels étaient mes angles morts. La structure, c'est zéro ma force. Fait que j'ai demandé à mon mentor. Les titres éloquents, colorés, c'est pas ma force. J'ai demandé à d'autres. Moi, ce qui était ma force, c'est les histoires. Parce que comme je collecte plusieurs expériences et comme je suis extrêmement curieux de nature, quand tu penses que je m'arrête avec une question, je continue. C'est-à-dire que c'est que le début, j'ai envie de découvrir sincèrement. Et on le sent quand quelqu'un est sincèrement curieux et quelqu'un fait semblant d'être curieux. Ça se ressent. Mm-hmm. Et donc, j'ai découvert toutes sortes de choses avec des gens que j'ai côtoyés dans une conf ou ailleurs. Donc, c'était facile, les histoires. C'était de vulgariser la science, de l'habiller avec des histoires, que ça soit fluide.
C'est comme ça que ça s'est fait. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ce livre-là? Il y a beaucoup de sujets que je pensais connaître que je connaissais à peine. Ah ouais? Comme quoi, mettons? La connaissance de soi, OK. l'empathie, la compassion, les distinctions entre la pitié, la sympathie, la compassion, l'empathie, l'autocompassion, l'auto-empathie, que l'autodiscipline, un sujet que j'aime beaucoup aborder, c'est un des chapitres, c'est pas un geste militaire. L'autodiscipline, c'est cette capacité d'amour-propre envers toi-même. C'est les fondations de ta plus grande liberté. Ça a démystifié toutes sortes de concepts. Puis il y a des concepts que plus que je découvrais que je savais pas. Donc aujourd'hui, c'est un livre qui a été écrit en 2020. Si j'écris le livre aujourd'hui, c'est un livre complètement différent. C'est très vulnérable, un livre. Parce que je peux pas dire à Renaud-Bré, à Archambault ou ailleurs, Amazon, « Ah non, mais à telle page, c'est pas ça que je voulais dire. » Tu vois, c'est très vulnérable. T'exposes quelque chose, puis les lecteurs peuvent dire ce qu'ils veulent. Puis ça a été quoi? Fait que, mettons, OK, l'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles. Là, on parle des soft skills. Yeah. Fait que c'est quoi les soft skills? En français, ça fait compétences molles, ça donne pas envie. Non. Donc, moi, j'aime mieux appeler ça compétences humaines ou human skills. Et c'est quoi? C'est tous ces fondamentaux qui font de l'humain une personne propre à elle-même. Donc, l'autorégulation, par exemple, cette capacité de résister à la tentation, puis de tilter, puis d'exploser devant quelqu'un, puis de le regretter 15 ans. Cette capacité de composer avec nos émotions, cette capacité de savoir que tu essaies le plus d'être objectif dans la vie, mais que toute ta subjectivité va prendre tes décisions, les émotions, les expériences. Comprendre qu'est-ce qui motive un humain. Je pense que tu as probablement plein d'assises. On appelle ça l'automotivation, la résilience, tous ces thèmes-là, l'empathie, la pensée analytique, la pensée flexible, tout ce qui est en lien avec l'humain. Tout ce que l'intelligence artificielle ne fera pas demain la veille. Ouais. C'est les compétences du futur, en fait. Définitivement. Puis, c'est quoi le truc que les gens qui ont lu ton livre t'ont le plus rapporté? Tu sais, y a-tu une affaire que tu as particulièrement entendue? Ouais. En fait, des fois, je pose des questions, puis je leur dis, vous êtes tentés de continuer la lecture, mais j'aimerais vraiment pas. Puis là, je réécris, ouais, mais vous voulez continuer la lecture, mais il faudrait vraiment répondre à la question, juste pour être sûr parce que je me connais, moi, j'aurais comme... Ouais. Mais moi, je fais ça tout le temps. C'est ça. Je lis les livres de développement personnel. Je comprends toute la théorie. Mais après, c'est de le mettre en pratique. Ouais, de le vivre, c'est différent. Fait qu'admettons, il y a 2 questions dans la connaissance de soi que je pose. C'est qu'est-ce que vous souhaitez ardemment que tout le monde vive? Et qu'est-ce que vous souhaitez ardemment que personne ne vive? Et ce qu'ils m'ont beaucoup répondu, les lecteurs et les lectrices, c'est que souvent, leur réponse était intimement liée. L'une et l'autre étaient intimement liées. Ou ces questions-là avaient amené une réflexion profonde sur pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient aujourd'hui, la cause qu'ils ont mis de l'avant ou les valeurs qu'ils ont tissées, mais ils n'avaient jamais arrêté. C'est un exemple que j'ai reçu beaucoup, c'est pour ça que je te parle, mais j'ai eu plein de... L'homme sous l'arbre, qui est un mec son père était schizophrène, qui était en dessous d'un arbre toute sa vie, puis il s'appelle Mariano, le mec aujourd'hui, qui est dans la santé mentale, qui a aidé un voilier à aller en Antarctique. C'est des histoires complètement flyées. La madame dans l'avion, qu'on parle pas la même langue, puis qu'on a une discussion de 8 heures sans parler la même langue. Ah ouais? Ouais. Faites comment? C'est une femme d'origine chinoise, mais elle est en Chine. Et par nos téléphones, par mimique, par les photos, par le désir de connaître l'autre, ça m'a permis de comprendre que c'est pas parce qu'on parle pas de la même langue qu'on peut pas se comprendre. Fait que maintenant, Benoît, on s'assoit un à côté de l'autre dans l'avion. Ça te prend combien de temps avant de me parler? 1 seconde. Tu me dis quoi? Ça dépend comment tu te présentes. Ça dépend... parce que si tu veux la paix, moi, j'ai un radar social très aiguisé. Fait que je suis pas du genre à te fatiguer. Mais est-ce que tu penses que... Parce que justement, je t'entendais un peu en parler tantôt, puis je pense que maintenant, j'ai comme pris l'habitude un peu de mettre
comme la plupart des humains, je pense. Mais pas comme la plupart des humains, mais comme beaucoup de gens que je vais croiser dans l'avion ou partout. C'est comme on se met dans notre bulle. Je pense que maintenant, je suis peut-être rendue un petit peu plus dure d'approche la première fois. Puis si, admettons, tu me hook avec quelque chose que je me dis, OK, là, tu sais, on va peut-être avoir... Tu sais, c'est moi, mettons, le small talk, là, c'est ma mort. Well, I hate small talk. Si tu me dis comme, tu sais, mais maintenant, si tu me hook avec, justement, connais-tu les 3 principes de l'empathie? Je vais être comme, let's go. Mais en général... Mais fait, comment dans ce monde, parce qu'on doit avouer que dans les 10-15 dernières années, je trouve que, justement, comment tu fais pour, justement, déceler que la personne elle a vraiment pas envie de parler ou, genre, elle est juste sur son default mode, genre, sacrément à paix? Bien, premièrement, la plupart des gens ont envie de parler. Il suffit juste d'une question pour créer une connexion, mais une bonne question. Et donc, en général, il faut commencer par quelque chose d'informel à ce que j'appelle 20 pieds dans les airs pour aller à 10 000 pieds dans les airs 40 minutes plus tard. Il y a des gens qui m'ont partagé des choses dans un avion pas possible. Puis là, je me dis, comment je suis arrivé jusqu'à là? Mm-hmm. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que, premièrement, les gens sont prêts à aller beaucoup plus profond, plus rapidement que tu le penses, plus rapidement, parce qu'on est de moins en moins habitué de le faire. Oui. Par contre, il n'y a personne qui ose aller entamer une discussion avec quelqu'un d'autre. C'est ça le problème aujourd'hui. L'isolement a triplé juste au Québec. Et l'isolement, il faut quand même rappeler que c'est l'équivalent de fumer 20 cigarettes par jour. C'est très dangereux. Puis moi, c'est parce que mon domaine m'a amené à comprendre que entamer une conversation avec quelqu'un, c'est bon pour mon bien-être et ma santé. C'est documenté. Quand tu as une conversation avec quelqu'un, tu stimules des hormones comme par exemple l'ocytocine, qui est l'hormone que tu as produit massivement quand tu as accouché. On l'appelle l'hormone de l'amour ou l'hormone de l'attachement. Quand on a une conversation avec quelqu'un d'autre, de part et d'autre, on produit ces hormones. Et donc, c'est simplement parce que la science m'invitait à le faire que je pense que autant les extravertis que les introvertis vont vivre ça? 100%. Oui. 100%. Moi, je me pratique partout. Par exemple, l'endroit où j'aime beaucoup me pratiquer, c'est dans un taxi. Je pose toujours la même première question. Ça fait combien de temps que vous êtes là? On me répond souvent 20, 25 ans. C'est des très longues carrières. Hein? Et après, j'aime beaucoup la question, quel est le moment le plus bizarre que vous avez vécu? On me répond souvent en ce moment. C'est pas vrai. On me répond souvent quelque chose d'épouvantablement weird. Et là, puis ce qui est important, c'est le follow-up question. Parce que quand quelqu'un te répond quelque chose, tu as un choix. T'accueilles tout simplement ou tu décortiques. Et c'est là où je dis, ouais, mais Judith, t'étais où exactement? Ou comment ça s'est exactement passé? Et tout d'un coup, t'as tout un monde qui se découvre. Et j'arrive à l'aéroport chaque fois, mais je peux pas quitter. L'histoire est trop croustillante. Il m'arrive tellement souvent de rester 10 minutes dans la... Parce que... Mais voyons donc. Je te jure. Et puis, tu peux demander à ma femme, en fait, complètement... Puis c'est ce qui est extraordinaire. Fait que toi, tu peux pas lui donner un ETA. Non, vraiment pas. Même je donne toi un beau type, par exemple. Mais mon point, c'est que chaque fois, c'est un exemple, hein, que les chauffeurs de taxi, mais dans d'autres contextes, c'est toujours ça. On me répond toujours, « Hey, ça fait longtemps que j'ai pas eu un moment aussi mémorable. » C'est toujours la conclusion. Il y a eu une recherche extraordinaire sur ça qui s'appelle The 36 Questions for Closeness. OK. Ils ont, des psychologues ont démontré que avoir une question profondément humaine, au départ, là, dans les années 90-2000, ils avaient, dans un laboratoire, mis en lumière des questions profondément humaines, puis ils se sont demandé, est-ce que le fait d'avoir une conversation profondément humaine autour d'une discussion, one-on-one, ferait en sorte que 2 inconnus tombent en amour ensemble? Crois-le pas, c'est ce qui arrivait. Après, ils ont démocratisé, puis ils ont démontré que le fruit d'avoir une conversation profondément humaine fait en sorte qu'il y a un lien de connexion qui se tisse, qu'on se ressemble ou pas, qu'on provient de la même culture ou pas, qu'on soit intro, extraverti ou pas. On est une espèce sociale, en fait, l'espèce la plus sociale sur cette planète. Puis on manque cette opportunité de créer du lien qui nous rend en santé physique et mentale. Et on peut le faire à tous les instants. On a un choix quand on est au Tim Hortons. Hein? On peut payer avec notre téléphone, traiter cette personne comme un objet ou lui offrir une dignité le temps de 45 secondes. Elle t'offre un beau sourire, tu le mets en lumière. Tu lui offres une petite question qui en amène une autre. Temps d'interaction, 1 minute 30. Elle est heureuse, j'en suis heureux. Et tu vis plus longtemps.
C'est documenté, c'est pas moi qui le dis. Non, clairement. Et donc, il faut apprendre. Un peu comme tu as appris à être une bonne entrepreneur. Définitivement. Être curieux, curieuse, ça s'apprend. Parce que j'ai toujours une personne dans une salle où je présente mes confs, que les gens disent, moi, je suis pas curieux. Je lui dis, bonne nouvelle, c'est un muscle qui se cultive. Plus que tu poses des questions, plus que tu deviens bon. Et qui sont les meilleurs, Judith? Qui sont les meilleurs à poser des questions 45 000 pieds dans les airs? C'est qui the best of the best, d'après toi, à poser des questions 50 000 pieds dans les airs? Quels sont les êtres les meilleurs à poser ces questions? Les gens curieux? OK. Oui, tu voulais plus niche. Ouais. Ben, j'imagine que le deuxième choix de réponse logique, c'est les entrepreneurs. Non. Les enfants. Les enfants, ah oui. Les enfants osent te poser des questions qu'on arrête de se poser. Ils ont une naïveté qui fait en sorte qu'ils posent des questions 50, 60 000 pieds dans les airs. Des questions qu'on a arrêté de se poser. J'essaie de réfléchir par rapport à mon fils. C'est quand la dernière fois qu'il m'a posé une question qui m'a... Il y a quel âge? 9 ans. On est sorti de la phase de... Mais tu vois, c'est drôle parce que, tu sais, justement, pour moi, je pense qu'une des qualités que j'apprécie le plus chez les humains, c'est justement la curiosité. Moi, je suis extrêmement curieuse. Là, même des fois, là, je tombe dans des loopholes, des trous sans fond de comme... Je vais commencer à geeker out sur quelque chose, puis, tu sais, il est rendu 7 heures plus tard, puis... T'es encore là-dedans. Ouais, je suis rendue encore là-dedans. Puis... Mais justement, ça, je pense que c'est le fait de faire le podcast qui m'a forcé comme à le réitérer comme un statement. Je suis curieuse. Puis de le réitérer as a statement. Puis de dire, ben pour moi, c'est un des trucs que je valorise le plus. Qu'est-ce que je fais en tant que maman pour cultiver ce muscle-là, ce muscle-là de la curiosité chez mon fils? Ouais. Ben moi, je pense que les enfants fonctionnent par modèle. Et plus que tu te montes avec curiosité envers ton fils, plus qu'on pose des questions et que le fils en question est témoin de la scène, observe, plus qu'il va poser des questions. C'est comme ça que ça fonctionne. Les enfants fonctionnent par modèle plus que ce qu'ils entendent. Ils observent ce que tu fais, puis ils développent sa curiosité. Plus que tu vas poser de questions à ton enfant, plus qu'il va... Si tu demandes à mon Martin et Mia qu'est-ce qu'ils aiment le moins, ils vont te répondre les bisous à papa, les je t'aime tout le temps. Et la troisième, c'est ils posent beaucoup trop de questions. Qu'est-ce que tu poses comme question? Ben, une que j'aime beaucoup, comme tantôt je vais la poser, c'est qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Au début, c'est « je sais pas, pas », mais comme ils savent que je vais leur poser à tous les jours cette question, Ouais. ils portent leur attention à ce qu'ils ont appris. Et donc, ils ont plusieurs choses à me partager aujourd'hui, choses que c'était pas au début. Fait qu'il faut faire attention parce que plus que tu vas poser des questions, ça veut pas dire que tu vas recevoir des bonnes réponses au départ. Mais si tu es systématique et que tu poses constamment des questions, ils vont commencer à faire des réponses franchement profondes et intéressantes. Tu vois, cette question-là, je l'avais entendue dans un podcast, je pense que j'écoutais, puis je me disais, OK, c'est vraiment bon, je vais commencer à la poser à mon fils. Je la pose pas de manière systématique, une fois de temps en temps. C'est rare qu'elle paye, cette réponse-là, qu'elle paye. Puis, mais après ça, justement, un des trucs... moi, une des choses... que j'adore de mon fils, c'est qu'il il aime beaucoup les humains. Il adore les humains. Fait que, tu sais, il a changé d'école en début d'année. Il est allé naturellement. Ça a pris une semaine. Peut-être 2 semaines. Tu sais, ça a pris 2 semaines, puis il avait récréé son environnement. Il y avait des nouveaux amis. Il y avait des mamans qui me textaient. Est-ce qu'Antoine peut venir à la maison? Oh. Puis j'ai vu... Je sais pas si tu l'as vu, cette étude-là, mais j'ai vu une étude qui ont analysé la popularité chez les enfants. Est-ce que tu l'as vu? Non. Puis essayer de déterminer c'est quoi le facteur qui est-ce que c'est parce que, mettons, est-ce que c'est les plus sportifs? Est-ce que c'est les mieux habillés? Ouais. Est-ce que c'est les plus drôles? Les extravertis, whatever. Ouais. Tu penses que c'est quoi la réponse? Le dénominateur des gens les plus populaires dans une école? La curiosité à l'autre? Ouais, pas mal. C'est l'amour qu'ils... En fait, les gens qui sont
les plus populaires, c'est ceux qui aiment le plus d'humains. Mm-hmm. C'est ça. Parce que quand ils vont croiser Roxane dans le corridor, ils vont dire « Allô, Roxane, comment ça va? » Puis quand ils vont croiser Mathieu, puis etc. Fait que, puis les gens, de se sentir vus, valorisés. Ah ouais, reconnu. J'essaie tout le temps de dire ça à mon fils. C'est un cadeau que tu fais aux gens quand tu... Quand t'es... Oui, bien, ça ne me surprend pas. L'étude, on pourrait la transposer dans nos organisations, finalement, parce que ça voudrait dire de se soucier des uns et des autres, tisse un sentiment d'appartenance fort et qu'on devrait prendre plus de temps. Parce que moi, mes conclusions, je viens quand je présente tellement souvent que je vois que le problème, c'est qu'en organisation, les gens restent en surface, en small talk, et ils ne se connaissent pas vraiment. Ils passent 15 ans dans un même endroit, dans les mêmes bureaux, et ils se connaissent à peine parce qu'ils ne prennent pas le temps de se découvrir. Puis si on prend le temps de mieux se découvrir, je pense qu'on pourrait être encore mieux en équipe, mieux collaborer, mieux travailler ensemble. Oui. Tu vois, tu parlais... je t'écoutais... pour bondir encore sur l'autre entrevue que j'ai écoutée, tu parlais de les entrepreneurs ou les présidents qui bâtissaient des expériences pour leurs employés. Oui. Puis je l'avais jamais vraiment vu comme ça, mais j'étais comme, tu sais, mettons, ça a tellement été une de mes forces, moi. Tu sais, on allait faire du rafting, puis on se faisait des off-sites, puis ci, puis ça, puis on était vraiment une gang qui faisait genre 3 millions d'affaires ensemble, là. Puis je pense que c'est pour ça que les gens qui ont travaillé chez Cookit, ça les a aussi marqués. C'est qu'autant que dans le high, on faisait comme plein de belles affaires, autant que les lows ont été low, là, mais... C'est bien documenté que, les bonnies ne motivent pas, motivent très temporairement. Il faut juste bien payer nos employés, ça, c'est clair. Mais ce qui crée la motivation, c'est les expériences de vie. Et d'ailleurs, ça se ramène dans nos vies perso. Je te demande tes plus beaux souvenirs quand tu avais 10 ans. Ben, c'est jamais le cadeau que tu as déballé à Noël. C'est une expérience de vie, que ce soit dans un chalet, un voyage quelconque. Les expériences de vie tissent des liens et ça gagne en valeur avec le temps. C'est pour ça que moi, j'adore, avec ma famille, investir de l'argent dans des voyages, dans des... peu importe quelle expérience, mais le moins possible des biens matériels. En fait, j'en fais jamais parce que je sais que ça ne crée pas un lien et ça ne crée pas la magie. Alors que des expériences de vie, ça nourrit un lien très, très fort et en organisation, on le sous-estime. Puis on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Il y en a un qui se plaignait à Mont-Royal. Il disait « Ouais, mais tabarnouche, j'ai pas beaucoup d'argent. » Va-t'en monter le Mont-Royal, ça ne te coûte rien. Puis discute de ton lac à l'épaule là. Je sais. Moi, je vis une frustration incroyable envers... tu sais, mettons, la plupart de mes amis proches ne sont pas nécessairement entrepreneurs ou dans la communauté des affaires de Montréal. Tu sais, mes vrais amis depuis comme... Je dis pas qu'ils sont mes plus récents amis. Mais mettons, mes amis depuis toujours. Puis il y en a plein là-dedans qui travaillent en entreprise et je suis découragée. Parce que ça veut pas dire... Tu sais, mettons, je pense que les startups, tu sais, comme tu sais, c'est peut-être ça fait tellement partie de notre... comme, tu sais, la culture d'entreprise, c'est tellement comme important, c'est tellement comme mis de l'avant qu'on n'a pas comme le choix d'y réfléchir, admettons. Mais qui travaillent dans des grosses organisations ou des trucs comme ça. Puis moi, j'ai envie de me péter la tête, tu sais, moi, quand j'entends le peu d'efforts qui est mis justement pour créer ces expériences-là de connexion humaine. C'est juste ça que les gens, ils veulent juste se sentir comme « you matter ». Yeah. Puis on passe 100 000 heures au travail, en moyenne. 100 000 heures. Et tu as une méchante population qui sont là parce qu'ils doivent être là. Ça veut dire que le vendredi, ils se lèvent avec du champagne, puis le lundi, ils retournent à un travail qui leur donne beaucoup d'anxiété, qui n'ont pas de plaisir. Puis souvent, c'est pas la tâche. C'est qu'il n'y a aucun sens derrière la tâche, puis il n'y a pas cet engagement de proximité. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, honnêtement. Surtout à l'ère des technologies qui s'accélèrent. Créer le lien social devient tellement important. Les gens sont de plus en plus isolés. Hein? Il y a quelqu'un qui disait un jour, aujourd'hui, on peut connecter avec n'importe qui sur les réseaux sociaux, mais ne demandez plus à un ami d'aller vous aider pour nourrir votre chien. Tu sais, en voulant dire, on peut connecter avec tout le monde, mais il n'y a plus de lien de proximité. Puis tu sais, attends, je l'ai entendu cette quote-là aussi, puis je suis pas d'accord. Vas-y. Je pense juste qu'on a peur de demander. Je pense juste qu'effectivement, on a comme... Tu sais, moi, mettons, je me dis,
combien de personnes je serais confortable, mettons, de venir nourrir mon chat, mettons, sans les rémunérer, là. Ouais. 2, mon chum puis ma voisine, c'est pas mal ça. Ouais. Combien, tu sais, mettons, tu viendrais-tu nourrir mon chat, toi? Moi? Ben là, je te connais, j'irais. J'irais. Non, mais c'est ça. On a tellement peur de demander. On serait surpris, t'as raison. Ouais. T'as raison. Je pense qu'on serait surpris parce que moi, tu sais, de demander quelque chose à quelqu'un, c'est aussi de lui dire comme, tu sais, je te fais confiance, j'ai besoin de ton aide, ou comme, tu sais, puis on parle de nourrir un chat. Oui, c'est là, un mais exemple, mais comme... c'est un acte très vulnérable de demander de l'aide. Ouais. Mais d'un Demander autre de l'aide. côté, ça peut quasiment être un cadeau aussi. Bien sûr, c'est un accélérateur de confiance pour les deux parties. Tu sais, comme, mettons, là, je t'ai approché puis je t'ai demandé, veux-tu venir à mon podcast? Puis moi, j'ai pas de problème à demander dans la vie, surtout pour des choses comme ça. Je te demanderais pas de nourrir mon chat en toute franchise. Ben, j'irais OK, pour parfait. ton info. Mais regarde, ça, c'est mon calendrier. Je voyage beaucoup, puis T'habites où déjà? sur le plateau, en Bref. face du Parc La Fontaine. Mais oui, pas de problème. Mais non, t'as raison. Mais c'est comme un... Ouais. Faut demander. Surtout comme une entrepreneur comme toi, je suis sûr que tu as demandé beaucoup de choses puis tu as été surprise à quel point les gens étaient prêts. Puis d'un autre côté, mettons, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu le comprends assez rapidement que les gens, ils veulent aider, que les gens, ils veulent contribuer, que les gens veulent participer. Moi, quand j'ai lancé Cookit, ça m'a surpris à quel point... Tu sais, c'est sûr qu'on était dans le Myland, là, mais tu sais, je pense à Charles Deluvio qui est venu m'aider pour faire le design web. Je pense à Édouard, je pense à Raph Paquin. Hey, il y en a du monde là, qui se sont mobilisés pour pas une christiane, hein, pour venir comme juste contribuer parce que je valorisais leur expertise, puis il y avait juste le goût de participer, tu sais. Fait que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu sais, mettons, comme tu dis, tu sais, ce livre-là, c'est une collaboration de 11 personnes. Ouais. Je suis pas sûre que tu as eu de la misère à demander. Pantoute, ils étaient plutôt stimulés, honorés. Ben oui. Puis là, tu dis, ah, tu vas C'est prendre un tout ce cadeau. temps-là. Puis j'étais tellement excité les dimanches parce qu'ils me retournaient leur lecture. Je n'en revenais pas. Puis ça te rendait imputable en plus. Mais mon point, c'est, tu soulignes quelque chose de très important là. On est l'espèce sociale qui aime le plus l'autre. Mm-hmm. Toutes les espèces vivantes, c'est nous. C'est l'être humain. Et demander de l'aide, c'est quelque chose qui tisse un lien. Mm-hmm. Puis on a peur de le faire. Oui. Puis que ce soit, mettons, justement, moi, je le vois, mettons, avec mes amis qui sont employés, qui n'hésitent pas à poser des questions, tu sais, qui ne demandent pas de l'aide à leur gestionnaire, Mais il n'y a pas de confiance, peut-être. Oui, mais la confiance, ça se bâtit. Oui. Puis c'est pas vrai que... Moi, je trouvais que c'était une grosse charge mentale que je devais aller vers tout le monde. Moi, les employés chez Cookit qui venaient me voir, qui me partageaient leur succès, mettons pas mes direct reports, là, mais à un certain moment, j'en avais 600 employés. Mais il y en a certains qui se sont démarqués parce qu'ils venaient me voir, parce qu'ils n'avaient pas peur de moi. Parce que sinon, la charge mentale, elle était sur moi de faire une connexion avec 600 personnes. Puis là, on avait 450 personnes qui étaient dans l'usine, là, qui étaient plus flottantes, admettons, qui roulaient plus. Il y en avait quand même 150. Mais gérer 150 humains, quand tu es un humain, puis qu'il faut, ça fait comme partie de ta responsabilité de tâche, là, de faire sentir tout le monde valorisé, vu. Créer un sentiment d'appartenance à 10, c'est une chose. D'aller leur poser des questions, puis de s'en souvenir. Mais d'un autre côté, j'étais comme, hey, je suis pas obligée d'être toute seule à faire ça. Dans le sens que, comme, les gens, ils peuvent prendre l'initiative. Responsabilité partagée. Ouais. Puis les gens qui l'ont fait avec moi, wow. J'étais extrêmement reconnaissante. Parce que, justement, ils venaient me voir, ils me demandaient mon avis, ils me demandaient... moi, je leur posais des questions. Puis on a bâti des connexions comme ça. Puis... J'adore. D'ailleurs, tu parles de confiance. J'essaie de le plus documenter la question de confiance quand je présente. Et il y a quelque chose que j'ai vraiment fait comme découverte. Je vais te poser une question. Penses-tu que la confiance se bâtit en général dans des grands moyens, dans des grands moments, ou plutôt une série de petits moments, en général? Je dirais dans une série de petits moments. Oui, parce que c'est un mythe. Souvent, les gens disent c'est dans les gros moments que tu bâtis la confiance. Mais finalement, ce qui est documenté par la science, c'est les petits moments. Je t'ai répondu ça, mais d'un autre côté,
Je pense pas que c'est comme ça que j'ai agi. Non? Mais continue. OK. Ben, tu vois, c'est intéressant. En fait, non, ça a été documenté que c'est par la série de petits moments que tu vas cultiver et que tu vas capter. On appelle ça des portes coulissantes. À chaque fois, tu peux faire quelque chose de très subtil pour quelqu'un ou faire à semblant que tu ne l'as pas vu puis pas porter attention à cette petite chose. Mais si tu captes tous ces petits moments, un peu comme de l'épargne que tu fais à tous les jours, bien, la confiance se tisse et grandisse avec le temps. Et donc, c'était bien documenté que c'est un peu un mythe de penser que la confiance se construit dans des grands moments. C'est plutôt une série de petits moments qui va bâtir la confiance. Puis ils ont appelé ça, c'était vraiment intéressant, le psychologue et thérapeute avec sa femme sont un couple à Seattle. C'est les Goldman. Ouais. Goldman, tu connais? Oui. John et Julie Gottman. J'adore. Les Gottman, c'est ça. Ouais, et ils ont écrit un livre, The Science of Trust. Et OK, je l'ai pas lu. tu savais pas. Bon, admettons que tu t'en vas avec ton partenaire. En fait, ça s'adapte en organisation. C'est pour ça que c'est intéressant. Tu t'en vas avec ton amoureux, là. Ils ont un lab là-bas. Et après quelques minutes d'observation de votre couple, sans que vous sachiez que vous êtes observé, vous êtes dans un appart Airbnb, vous observez, il y a des vidéos. Puis ils sont capables aujourd'hui, 40 ans plus tard, dans 95 % des cas, de savoir si un couple va durer ou pas. OK? 95. Moi, personnellement, je préfère pas y participer, mais j'aimerais savoir c'est quoi les patterns à éviter. Et un des patterns qu'il faut surtout éviter en couple se traduit aussi en organisation. Qui est? L'effet jet bleu. Je connais pas. Admettons que tu es en train de faire quelque chose qui te captive, qui capte tout ton cerveau. Tu es dans un flow en ce moment à ta table à cuisine, puis tu travailles dans quelque chose, le temps s'arrête, tu es là. Et ton partenaire amoureux passe devant toi dans la table à cuisine, puis il voit à travers la fenêtre un jet bleu. Un jet bleu comme il n'en a jamais vu. Et là, tu cries « Judith, chérie, regarde le jet bleu. » Ça, c'est ce qu'on appelle un bid for connection. Les couples qui duraient, en général, je dis pas tout le temps, mais en général, évitaient pas les bids for connection. Fait que même si tu étais bien concentré, tu portais ton attention pendant un instant. Les couples qui fonctionnaient moins, tu comprendras qu'ils disaient « sac-moi la paix avec ton maudit jet bleu, je travaille. » Mais les bids for connection, il y en a partout avec nos enfants, avec nos partenaires amoureux. Puis en organisation, ils ont identifié ça comme étant des portes coulissantes. Quand, par exemple, un employé te parlait du tournoi de hockey de son fils et que toi, par exemple, je dis pas toi, mais n'importe quelle personne, du revers de la main, tu prétends juste pas avoir entendu ce qu'il te racontait, puis tu parles de la tâche qu'il a accomplie. Tu viens de manquer un bid for connection. Quand une personne intègre un nouveau groupe, puis au lieu de lui offrir du temps pour mieux s'adapter, ben t'en offres pas. Tu fais juste manquer plein de portes coulissantes. Et donc, moi, je trouvais ça intéressant parce que les études de Gottman ont été un peu transposées dans le monde du travail. Puis ils ont vu que les portes coulissantes, c'est un peu le bluebird de l'expérimentation qui a été faite en couple. C'est fantastique. Tu parles justement de, tu sais, mettons comme, tu dis bid for connection. Ouais. On parle du jet bleu, on parle du tournoi de hockey. J'aime ça comprendre, moi, avec comme plein d'exemples, tu sais. Mettons en organisation, là. En organisation, c'est, par exemple, quelqu'un qui te parle de quelque chose qui va vraiment pas bien dans sa vie perso. Fait que là, tu le sais, c'est peut-être pas le bon moment parce que tu as plein d'autres choses à faire, mais à cafette, tu vois bien que la personne est toute seule, puis au lieu d'aller avec tes amis, tu t'en vas. Et tu t'assois avec cette personne qui est beaucoup moins confortable pour toi qu'aller avec tes amis. Mais tu sais que c'est important. Quand quelqu'un, par exemple, un client, te parle d'un problème qu'il a, ça n'a rien à voir avec les produits que tu as à y vendre. C'est un client. Mais il t'en parle. Et au lieu de juste laisser la porte coulissante aller, tu prends la porte coulissante parce que tu as quelqu'un en tête qui pourrait résoudre son problème. Coup d'opportunité, 15 minutes et faire une mise en relation gagnante-gagnante. C'est un choix. Quand tu m'as tendu une perche par LinkedIn, j'aurais pu tout simplement prétendre, mais j'ai essayé de trouver des solutions pour que notre horaire fonctionne. C'est un choix. Tu été très résilient dans ça. C'est un choix. Fait qu'il y a des portes coulissantes partout, tout le temps. La question, c'est qu'est-ce que tu fais avec? Moi, quand j'ai découvert ces portes coulissantes, l'effet jet bleu, je me suis dit, tabarnouche, il y en a partout, tout le temps. N'importe où, avec n'importe quelle personne. À commencer par mes enfants quand ils me parlent de quelque chose, puis au lieu de les écouter, je suis sur mon téléphone. Il y avait un bid connection, mais je l'ai manqué. Il y a plein de portes coulissantes partout, ou d'effets jet bleu, peu importe comment tu les appelles. Puis ça a le goût... j'ai le goût de prendre ça, puis d'aller vers justement l'écoute. Ouais.
T'en parles de l'écoute. Ouais. Ben, l'écoute, je veux dire... Parce que, tu sais, pour avoir ce bid for connection-là, tu sais, pour l'entendre, il faut un minimum être dans l'écoute, là. Ben, il faut un minimum être dans la pleine conscience, même pas dans l'écoute, être dans le moment. Parce que je peux être devant toi, mais être partout ailleurs, dans ma tête. Ouais. Fait qu'il faut que je sois en pleine conscience de vivre pleinement le moment, chose que nos enfants sont très bons. Plus qu'ils vieillissent, ils sont moins bons, mais quand ils sont jeunes, ils sont dans le moment. Hein. Moi, je demande à mon fils Martin quelque chose qui est arrivé il y a 8 mois. Il peut me relater tous les faits et gestes, le détail, parce qu'il était dans le moment. Moi, moins. Donc, l'écoute, ça passe par être dans le moment, puis d'être capable d'écouter pas juste avec tes oreilles, mais avec tous tes sens, tes yeux, ton regard, ton énergie. Pour moi, c'est ça de la vraie écoute. Tous tes sens sont interpellés. Et on le sent. On le sent quand quelqu'un nous écoute pleinement parce que ça nous donne de l'énergie. Puis on sent quand quelqu'un porte son attention d'une oreille et de l'autre fait quelque chose d'autre. Et là, on se sent un peu blessé. Fait que je pense que c'est de pratiquer aussi la pleine conscience, qui est vraiment pas facile à l'ère des technologies, de toutes les interférences qu'on a dans une journée. Non, effectivement. Fait qu'il faut être capable d'être dans le moment. Puis, pour toi, comment tu écoutes? Premièrement, j'ai un crayon et un papier. Là, je n'ai pas pris de notes, mais d'habitude, je vais prendre des notes pour me rappeler de quelque chose que je voulais te dire. Parce que si j'écris pas quelque chose que je voulais te dire, ben je vais juste penser à ça. Fait qu'il faut que je le ressorte pour être capable d'être pleinement là. Et la deuxième chose, c'est que Ça devient un peu comme mon parking lot, ça. Ouais, exactement. Je l'apporte tout le temps partout. J'ai comme toutes mes... Même chose. Parce que justement, si tu es en train de parler de quelque chose, je trouve ça super intéressant, mais tu as dit quelque chose qui m'a fait penser à quelque chose. Je le mets là, en espérant potentiellement un jour y revenir. Oui, ben exactement. Fait que ça, c'est la même chose. Je prends des notes. Jamais de distraction. Quand je suis en mode écoute, il n'y a pas de téléphone. D'ailleurs, moi, le week-end, le téléphone, je l'oublie. Je l'oublie systématiquement. J'étais chez mon frère hier, je ne l'ai pas amené. Ben là, s'il y a une urgence, ma femme, elle a son téléphone, ils l'appelleront. Je veux être pleinement dans le moment. De toute façon, combien de fois il y a eu des urgences? Il n'y en a pas. Fait que mon point, puis mes enfants sont avec nous. Mais mon point, c'est d'être capable... Tu sais, il y a Sonia Lupien, qui est une chercheuse vraiment intéressante, qui dit qu'on n'a jamais été aussi peu productif, aussi peu créatif, aussi peu innovant, ou du moins, c'est des papiers scientifiques. Je ne sais pas si c'est elle qui dit ça, là, peu importe. Mais elle parle de l'attention fragmentée et du manque de travail en profondeur, par exemple. Et c'est tellement vrai. Parce qu'on est toujours en train de consommer quelque chose ou d'être occupé. Il faut qu'on soit occupé. On n'est plus capable d'être tout seul avec soi-même. Moi, dans le métro, souvent, j'aime vraiment juste être là puis moi aussi, je me force. C'est extraordinaire. Ouais. Et des fois, tu poses une question. Puis je pense que la qualité de l'écoute aussi, il faut aussi quand même pas oublier que c'est ce qui est le plus déterminant de la qualité de l'écoute, c'est la qualité de la question. Et c'est pour ça que dans le small talk, en général, on n'a pas envie d'écouter. Parce qu'un, c'est pas intéressant. Deux, on sent que c'est fake, que c'est forcé. Mais la qualité de la question détermine la qualité de l'attention aussi. Oui, mais justement, comment tu fais? Tu sais, mettons... Tu sais, des fois, j'aurais eu comme tendance... Je pense que je prends un certain naturel là, au fil des années. Mais avant... animer un podcast, j'ai été super stressée. Puis je me serais dit, OK, là, j'ai Benoît. Puis là, par rapport à ce que tu dis, puis là, je me serais mis, genre, justement, la pression de la prochaine question. Parce que d'un autre côté, tu sais, justement, tu es en train de dire des choses. Puis justement, c'est quoi la qualité de la question qui va permettre à la conversation d'aller encore plus loin? Mais si je suis en mode écoute, je suis pas en mode brainstorm, moi, par rapport à ma prochaine question. Puis là, tu vois, on vient d'avoir un exemple super concret où tu as dit quelque chose qui m'a vraiment allumé. Puis là, j'ai comme, tu sais, j'ai nécessité comme... Tu sais, j'ai envie de comme... J'ai eu comme envie de te poser la question tout de suite. Mais justement, comment tu la prépares, cette question-là? Ben, je pense qu'il faut vraiment juste être dans... Il y a un chercheur qui a parlé d'écoute trampoline. OK. L'écoute trampoline, c'est comme... c'est des gens qui n'ont pas besoin... Ils n'ont pas de problème d'interrompre. Parce que si je te fais un débat oratoire de 10 minutes puis ton verre de thé est rempli après 3 minutes, c'est impoli de me laisser continuer quand tu es perdu dans ce que je te dis. Fait que des gens qui pratiquent l'écoute trampoline, des gens qui interrompent sans problème.
pour favoriser une compréhension mutuelle. Tu me dirais, attends, Chalifou, attends, Benoît, juste avant que tu continues, juste être sûr de comprendre. C'est des gens qui font ça, très souvent. J'adore. Puis aussi, c'est des gens qui font du rebond d'élévation. Fait que moi, j'étais en train de te parler de quelque chose, comme au début, là, je savais même pas que j'allais te parler du décès de mon frère, mais j'y étais. Puis là, tu m'as posé une question qui a pris de l'élévation dans la conversation. Ça m'a même fait réfléchir et ça m'a amené beaucoup d'enthousiasme. Je dis, aïe, vraiment sincèrement intéressé. Quelle belle question. Fait que les gens qui pratiquent l'écoute trampoline, non seulement sont dans le moment, interrompent quand ils ont besoin pour favoriser une compréhension mutuelle, mais à des moments précis, dans la spontanéité de la conversation, vont poser une question d'élévation. Puis ce qu'ils font, les gens qui font de l'écoute trampoline, c'est qu'ils donnent de l'énergie à l'autre personne. Parce que tu es tellement intéressé que la sous-question m'embête pas. Tu es tellement engagé dans la conversation, tu es partie prenante. Fait qu'on sondait les gens, pas moi, les chercheurs, puis ils ont découvert que à la fin, les gens qui avaient subi une écoute trampoline avaient sorti de là avec une expérience mémorable. C'est-à-dire que c'était même plus une conversation, c'était une expérience mémorable. Parce que tu es tellement dedans que moi, me faire interrompre dans ce sens-là, c'est plutôt poli, c'est plutôt engageant. Ça m'amène de l'enthousiasme. Bien, justement, moi, ce que je trouve fascinant dans ce que tu viens de dire, c'est qu'on aurait tendance à dire, oui, mais je suis dans l'écoute, je vais pas interrompre la personne. C'est une erreur. Bien, c'est un mythe que je pense que c'est la première fois de toute ma vie qu'on vient de me déconstruire. Là. Bien, Judith, pense-y. Là. Je te fais 10 minutes sur un envolé horaire, ce que j'ai sacré, sur un envolé de je sais pas quel sujet, puis ça fait à peu près 6 minutes que ton verre de thé, là, est rempli. Il déborde. T'es plus capable d'absorber, mais moi, je continue. C'est impoli de me laisser aller. Fait que toi, t'as la descente. Attends une minute, Benoît, juste avant que tu continues. Puis quand tu dis ton verre de thé est rempli... Ouais, ça c'est à la japonaise. Là. Les Japonais, là. Ça veut dire que, genre, mettons, moi, je suis en train de te vomir trop d'informations. Ouais. Fait que là, toi, t'es comme... Comment tu fais pour computer, là? Ben, c'est ça. OK. Ben, au Japon, ils parlent du verre de thé qui déborde. Et c'est pour ça qu'ils sont très, très bons dans l'écoute. Puis c'est comme des conversations très lentes. Très, très lente. As-tu déjà été au Japon? Non. Les Japonais, là. Tu sais, tu peux... Moi, je négociais des ententes universitaires à l'époque. Puis je me rappelle quand j'avais des conversations avec des universitaires japonais, je disais quelque chose, puis là, ils pouvaient rester, je te jure, 45 secondes, 1 minute, comme ça, là. Sans rien dire. Sans rien dire! Puis Oh, là, mon toi, Dieu. comme Nord-Américain, c'était comme une couleuvre. Puis là, tu te dis, coudonc, aimes-tu ce que je dis? Aimes-tu pas? T'sais, on appelle le the Japanese weapon silence, c'est leur arme redoutable en égo parce qu'eux, ils n'ont aucun problème avec le silence. Puis c'est une marque de respect, c'est de dire « Hey, je suis en train d'accueillir ce que tu me partages, puis je veux te dire quelque chose d'intelligent. » Donc, c'est de là, à un moment donné, j'avais dit, écoutez, c'est un Japonais, là, on avait un lien de proximité, parce qu'avec les Japonais, quand tu prends un verre le soir, ils sont toute une autre personnalité, là, on va dire. Là, il y a même un concept, le nom, je ne me rappelle plus. Puis je l'avais vécu pleinement, puis j'avais dit autour d'un verre, je dis, écoutez, là, vos silences, là, abominables pour nous, le Nord-Américain, là, comment on peut... Puis il m'avait expliqué que, tu sais, souvent, le Nord-Américain va tellement parler que notre verre... il m'avait parlé de l'analogie du verre de thé qui déborde. Vous continuez, mais nous, on n'est plus capable de... Et donc, j'avais aimé cette analogie. Fait que j'essaie toujours de prendre des moments d'arrêt, puis pas trop de donner d'informations, puis être sûr qu'on est aligné, parce que souvent, les gens sont éduqués, comme tu me le dis, là, à pas interrompre. Mais finalement, tu parles dans le vide parce que tu dis des choses qui sont plus pertinentes pour l'autre. Il a arrêté d'écouter. Puis c'est drôle parce que tantôt, je t'écoutais parler de ça, justement, pas exactement dans cette forme-là, puis ça m'a fait faire un gros constat. Puis je vais juste prendre l'exemple du podcast. Puis j'avais comme un exemple concret, là, où ce que tu disais, là, tu sais, les courriels trop longs, là, on peut-tu finir avec ça? Ouais. Mais moi, là, dans la vie, là, moi, je suis une storyteller. Moi, j'ai besoin... Tu sais, j'ai tellement besoin de comprendre dans la vie que je me dis que quand je communique, je dois donner une compréhension globale à l'autre personne. Et là, je vais te donner l'exemple où... Bon, là, ça fait quelques semaines que j'ai commencé à approcher des invités. Avant d'écrire un courriel à quelqu'un qui me tentait, je pense que j'avais un processus d'environ 4-5 heures de réflexion.
Pourquoi? Qu'est-ce que je veux discuter avec la personne? Qui je suis? C'est quoi notre lien? Nanana. Et là, j'avais besoin de lui expliquer toute la grande histoire. Mais t'imagines à quel point, moi, après avoir invité un invité, j'ai fait la moitié d'une journée de travail, là, dans le sens que je suis vidée. Et là, mettons, la semaine passée, là, j'ai pris ça, j'ai fait une semaine où je me suis vraiment isolée, puis j'ai vraiment deep focus sur le podcast. Et à la fin, mettons comme mon 25e courriel que j'ai envoyé 5 lignes. Là, je vais te poser la question. Lequel tu penses où est-ce que j'ai eu le plus de taux de succès? Ben, les 5 lignes. Ben oui. C'est clair. C'est même pas une question. Les premiers que j'ai pris. Puis moi, je me disais, c'est un cadeau que je fais. Je mets tellement d'intention, d'énergie, d'effort. Mais en fait, c'est sûr que j'ai fait paniquer tout le monde. Ils se disaient, mon Dieu, c'est qui cette débile-là? Elle est bien trop intense, tu sais. En fait, le texte aurait dû, après ces 5 lignes, qu'on se parle au téléphone, puis tu m'exprimes dans tes mots cette complexité-là. Ouais. Dans une conversation où il n'y a pas cette lourdeur, il y a de la magie qui s'opère. Pour ça, moi, tu connais un peu ma philosophie là-dessus, là. Parlons-nous davantage. La philosophie qui est, moi qui t'écris 2 messages sur LinkedIn, puis t'es comme, non, on va pas jouer à ça, là, appelle-moi. Ouais, appelle-moi. Puis that's it. Ça a duré quelques minutes, c'était terminé. Ouais. Alors qu'on aurait pu continuer d'échanger, mais ça prend beaucoup d'énergie répondre à des courriels. Puis quand tu réponds, tu vas recevoir une réponse. Alors que quand on finit un appel, on a toutes les deux eu des réponses. C'est terminé. Ouais. On aura un autre appel. Mais pour ça, c'est terminé. Alors que les courriels, ça n'arrête jamais. Ouais. Fait que tu vas peut-être pratiquer l'écoute trampoline ce soir. Mais je pense que c'est quelque chose que je fais assez fondamentalement. Oui, naturellement, inconsciemment. Il y en a beaucoup qui me disent « Ah, inconsciemment, je le faisais. Ouais. » L'une des choses intéressantes avec l'écoute trampoline, c'est cette fameuse question à un moment donné qui sort de nulle part face à un sujet que je suis expert ou que je parle. Puis grâce à ta qualité de la question, nous deux, on prend de l'élévation ensemble. Puis je te dis, c'est parce que j'avais jamais pensé à ça avant. Tu as tellement raison et ça me fait réfléchir. Ouais. C'est extraordinaire quand la personne qui pose une question t'amène ailleurs. Ouais. C'est Puis génial. tu dois y réfléchir. Ben oui. C'est pour ça que je dis les enfants, ce sont les meilleurs à poser des questions complètement incroyables. Purée. J'ai un exemple. Ma fille, elle est très curieuse de nature. Elle a juste 7 ans. Hein. Puis je me rappelle, en mai dernier, on s'en va, je vais chercher les enfants après l'école, puis mon fils, il joue au parc, toujours. Ils sont différents. Hein. Et donc, j'arrive, Mia est là, puis il y a Madame Colette qui surveille les enfants après l'école. Tu as une Madame Colette chez vous à ton école? Puis Mia, elle la regarde, puis elle dit, Madame Colette, j'ai une question. Parce qu'on attendait mon fils, tu sais. Puis je suis là, je suis témoin, là. Puis elle dit, est-ce que tu as un amoureux comme mon papa a une amoureuse? Là, je dis, là, Mme Colette a dit, faites-vous-en pas, je vais répondre, il n'y a pas de problème. Donc, elle se met à la hauteur de Mia pour être à la hauteur. Puis c'est un peu épineux, le sujet, parce que Mme Colette est divorcée. Moi, je ne le savais pas. Fait qu'elle dit, malheureusement, on est divorcés, on a des enfants ensemble. Es-tu prêt pour la question de Mia? Mm-hmm. Parce que moi, je ne l'étais pas. Elle lui dit, l'aimez-vous encore? Puis là, Mme Colette l'aimait encore, puis je l'ai vu dans ses yeux puis dans ses mimiques. C'était absolument lourd à porter sur le moment. Mais quelle beauté de question. Une question 60 000 pieds dans les airs qu'on n'aurait jamais posée. Mais non, ce serait jamais permis d'aller là. Puis c'est bien correct. Puis pourtant, j'aurais été intéressée à savoir la réponse. J'aurais eu cette curiosité-là, mais je me serais dit, Tu te regardes, c'est pas lourd d'autre, je dis, là. Mais tu sais, ils cultivent une naïveté juste extraordinaire, les enfants. Mais tu vois, est-ce que toi, reprenons exactement cet échange-là. Ouais. Est-ce que tu demandes à Mme Colette, est-ce que vous êtes en couple? Ouais. Ou puis elle te répond, non, je suis divorcée. J'aurais jamais demandé ça. Mais. J'aurais jamais demandé la deuxième question. Celle-là, peut-être. Oui. Mais de voir l'impact. Parce que t'imagines, Mme Colette, genre, si elle l'aime encore, ça doit lui faire plaisir que quelqu'un y en parle. Ben, on vient d'ouvrir un dossier qu'elle allait faire fermer à double tour, ça, j'en suis certain. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais fait que pourquoi tu irais pas? Ben parce que les codes, parce que la société nous a invités à dire que c'est pas une question qui se pose. C'est une très bonne question que tu me poses. On devrait la poser. Ouais, les gens vont dire, oh, mais ça ne nous regarde pas. Mais en même temps, ça l'a peut-être aidé à avoir une réflexion profonde sur quelque chose qu'elle avait enterré à tort. Tu vois ce que je veux dire?
Ben, parce que si Mme Colette, elle a personne, tu sais, mettons, ça se peut, tu sais, c'est pas, tu sais, si elle a pas sa meilleure amie qu'elle appelle à tous les jours pour y raconter. Ben exactement. Tu sais, Mon tu me- point, c'était un intérêt sincère, mais dans la naïveté complète. En fait, Mia m'en a pas. Écoute, durant l'été, elle m'est revenue avec ça, puis elle m'a demandé si l'ex de Mme Colette le sait qu'elle l'aime encore. Juste pour te dire à quel point les enfants vont... Ben ouais. Puis ça, c'est un exemple. J'en ai plein d'exemples avec mon petit frère qui est décédé. Mon fils porte son nom. Et des fois, il m'arrive avec des questions là-dessus, mais que j'ai de la misère à répondre, mais qui sont importantes, puis que je me suis jamais nécessairement posé. Genre, Comme mon quoi? fils, Qu'est-ce qui t'a mon posé comme fils m'a question? demandé un jour comment tu penses qu'il serait ton frère aujourd'hui, ou des choses comme ça. Est-ce que dans quoi tu penses qu'il travaille? Puis c'est dans le détail, là. Genre, quel travail tu penses qu'il aurait, ou est-ce que tu penses qu'il y aurait des enfants? Il me pose des choses comme ça. Je me suis jamais posé cette question. C'est magnifique. C'est pour ça que Fait que tu as-tu réfléchi? Qu'est-ce que tu penses qu'il ferait comme travail? Oui, mais il était jeune, donc j'ai pas... Il était très introverti, très calme. Il avait 3 ans et demi, donc c'était un peu tôt. Wow. Mais tu sais, le fait que ton fils te pose la question, c'est extraordinaire. C'est pour ça que je trouve que, tu sais, le bid for connection qu'on parlait, là, en couple, je trouve qu'on est quand même pas pire. Des fois, on est moins bon. Mais avec nos enfants, je pense qu'il y a un gros point de vigilance. Tu sais, de juste être là, puis de... Toutes les bids for connection. Sais-tu combien de bids for connection nos enfants nous interpellent avec à tous les jours, à tous les secondes, tout le temps? Puis que des fois, on est sur notre téléphone ou on tasse du revers de la main sans s'en rendre compte, puis l'impact que ça crée à un moment donné. Ça me fait beaucoup réfléchir. L'effet jet bleu, c'est rigolo quand tu y penses, mais finalement, c'est dans tous nos types de relations qu'il y a un bid for connection, même avec des inconnus. Fait que ce que tu viens de dire, ça me touche parce qu'en tant que maman séparée qui fait la garde partagée, tu sais, mettons, mon fils jusqu'à 9 ans, je l'ai élevé dans une maison où on était 5. Tu sais, j'avais mes 2 belles-filles que j'ai élevées pendant 12 ans avec mon ex, plus mon fils. Puis, un sentiment que je sens présentement, c'est que une des décisions que j'ai prises dans ma séparation puis dans ma garde partagée, c'est que maintenant, quand j'allais avoir mon fils, j'allais être 100% focus sur lui. Donc, la semaine que je l'ai, c'est des activités avec lui. J'essaie, comme dans la mesure du possible, si je dois absolument accepter quelque chose, je fais une entorse à cette règle-là, mais l'affaire, c'est que, mettons, le lundi soir, comme là, ce soir, c'est ma semaine. Il revient chez nous ce soir. Le lundi soir, je suis comme un golden retriever là, quand je l'accueille. Là. Ben oui. Mais le dimanche, je commence à être fatiguée. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué comme dans les 2-3 dernières semaines. Puis je commence à être fatiguée, puis je commence à plus en profiter autant, tu sais. Puis là, justement, j'ai comme l'impression que je les manque peut-être plus, ces bid for connection-là, où ce que comme... Tu sais, avant, justement, ces bid for connection-là, il arrivait entre 5 personnes différentes dans la maison, là. Ouais. C'était comme pas tout sur mes... Tu sais, c'était pas tout comme ça. Puis... Mais il y a des moments plus propices, puis des fois, c'est juste de se donner le défi par jour. J'essaie de me donner ce défi pendant 20 minutes, juste d'être là, puis de pas de dicter, pas d'amener de ligne directive, de schéma, de questions. Ça, c'est de la misère. Puis juste de... Puis... Ouais. Juste où est-ce que mon petit ou ma petite va m'amener. Puis des fois, c'est m'amener sur le sol à dessiner ou à me faire maquiller le front, peu importe. Puis juste de laisser... Et c'est tentant, là. C'est tentant d'intervenir puis de dire pourquoi tu le dessines comme ça ou pourquoi tu le fais comme ça. Mais juste comme tu dis. J'essaie de me donner ce défi-là, puis ça fonctionne honnêtement. Parce que des bid for connection, on va en manquer, puis c'est bien correct. Mais il n'y a pas très longtemps, par exemple, je reviens de Charlevoix, je reviens tard, j'arrive sur mon lit, je suis fatigué, ma femme arrive, elle s'assoit, puis elle dit « Oh non, mon verre d'eau! »
C'est un bid for connection. Est-ce que je me suis levé d'après toi? Non. Ben non, je l'ai manqué. C'est après, quand je me suis couché, j'ai dit, ah, tabarnouche, j'ai manqué celle-là. Elle avait peut-être envie que j'y aille, tu sais. Elle s'est levée, puis elle n'a pas chialé. Tu sais, en voulant dire, j'en manque, puis c'est correct. Mais des fois, en ayant un modèle, un schéma, comme tu dis, c'est juste que ça me permet de savoir ceux que je manque. Puis des fois, consciemment, avec un employé, t'en manques. Avec un enfant, t'en manques. Mais être conscient fait en sorte que peut-être limiter ceux que tu manques ou juste d'être conscient que tu manques, ça aide. Ouais. Mais tu vois, justement, tu sais, je pense que... effectivement, je pense que d'avoir la compréhension, le modèle... Savoir ce que c'est. Savoir ce que c'est. Puis après ça, moi, un des concepts que j'ai appris cette année, c'est la bienveillance, tu sais. Puis d'avoir la bienveillance de ça, bon, ben, tu sais... L'autocompassion, l'auto-empathie. Ouais. Genre envers toi? Ouais, c'est quelque chose que je connais moins, ça, honnêtement. Ouais? Tu devrais. Tell me more. Mais parce que, tu sais, être empathique avec les autres, c'est intéressant, c'est important. Mais il faudrait peut-être que tu le sois avec toi-même. Tu sais, l'auto-empathie, descendre dans sa cave à soi, puis juste de se découvrir, connaître ses frontières, ses limites, s'accepter, savoir dire non. Puis l'autocompassion, c'est, tu sais, tu parlerais pas en mal envers les autres. Fait que pas se parler, avoir ton dialogue interne, c'est quoi? Se donner du temps puis pas se sentir coupable d'aller au gym ou d'aller... Puis que ton fils, pendant ce temps-là, il a peut-être pas l'attention, mais c'est important parce que tu es à son meilleur quand tu te donnes du temps pour toi. C'est des concepts importants, ça, à intégrer quand tu parles de bienveillance. La bienveillance pour les autres, mais pour toi aussi. C'est important. Ah oui, définitivement. So. Puis, tu vois, pendant que tu nommais des exemples, j'étais comme, OK, ça, OK, ouais, non. Je me suis améliorée dans la dernière année par rapport à ça. C'est tellement important, surtout peut-être dans l'auto-empathie, de te découvrir dans toutes les saveurs, dans la complexité de qui tu es, pour mieux composer avec. Tu vois, j'avais, dans un autre tournage ce matin avec Nicolas Duvernois, on parlait beaucoup d'apprendre à se découvrir, tu sais, puis être capable de... Tu sais, puis là, c'était dans la conversation, c'était en tant qu'entrepreneur, tu sais, de découvrir quel type d'entrepreneur t'es, parce qu'il y a des entrepreneurs très opérationnels, il y a des entrepreneurs très ventes, des entrepreneurs visionnaires, des entrepreneurs créatifs, justement, des entrepreneurs qui deviennent... tu sais, l'ambassadeur de la compagnie, tu sais, puis de savoir, justement, puis c'est... ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, de juste prendre le temps de, comme, qui on est, puis de venir, comme... Moi, j'adore ça, prendre ces moments-là. Tu sais, là, évidemment, je le fais dans la dernière année, mais j'ai tout le temps pris... J'ai comme l'impression qu'à tous les 2-3 ans, tu sais, j'essaie de... on évolue. Ouais. T'es pas la même personne. T'as toutes sortes de choses que tu as vécues qui fait qui tu es aujourd'hui. Je trouve que c'est important de se découvrir. Une question que j'aime bien me poser, c'est quoi mes plus grandes peurs? Mais mes plus grandes peurs aujourd'hui, c'est pas celles que j'avais il y a 10 ans. Mes zones de génie, qu'est-ce qui m'épanouit aujourd'hui, m'épanouissait peut-être moins il y a 10 ans. Peu importe. Donc, de se poser des questions, d'avoir de l'introspection. Puis je pense le regard des autres aussi, parce que c'est bien beau avoir de l'introspection, mais il faut aussi être en connaissance de ses points de vigilance. Ouais. Tu sais, d'avoir... Puis juste savoir le regard des autres, you want to fit with people. Fait que t'es pas vraiment qui tu es. Fait que je trouve que c'est l'introspection puis le regard de l'autre qui fait que t'es C'est quoi tes points de vigilance, mettons? À moi? Non, mettons, commençons par la théorie, mettons, là, puis après ça, il y a beaucoup de chercheuses qui ont travaillé là-dessus et de chercheurs sur la connaissance de soi. Ils disaient que l'introspection est seulement l'introspection. Ça met jamais en lumière les angles morts que tu sais pas que tu as. Donc, c'est bien beau, là. Sauf que t'es pas en connaissance complète de vraiment qui tu es et qu'est-ce que tu dégages. Et être juste dans le regard de l'autre, ben, you want to fit in. Puis t'oublies tes valeurs, t'oublies qui tu es. Fait que tu vas juste composer avec le regard de l'autre et non pas qui tu es vraiment. Et donc, c'est vraiment le cumul de ces deux angles-là. Fait que comment tu fais pour aller, tu sais, mettons, oui, en organisation, là, tu vas faire des exercices de feedback 360 ou des trucs comme ça, mais mettons, dans la vie de tous les jours,
Tu sais, si t'es pas un président d'entreprise qui a les moyens de te payer un consultant qui va venir faire cet exercice-là avec toi, tu fais comment pour faire ça dans ton quotidien? Moi, je demande à ma femme constamment, je demande à ma mère, je demande à des amis très proches, je demande à des gens que je sais qui vont me dire Tu vas les leur vraies demander choses. quoi? Je vais leur demander qu'est-ce qui t'irrite le plus dans qu'est-ce que je fais au quotidien. Je vais leur demander qu'est-ce que tu trouves que je pourrais améliorer. Souvent, je demande à ma mère des choses aussi très personnelles, parce que je sais qu'elle va me dire les vraies choses. Ma femme, la même chose. Mon meilleur ami, la même chose. Ils vont pas passer par quatre chemins. J'ai un mentor qui est toujours là pour me dire, pour me ramener groundé au sol. J'ai un partner dans une business qui est extraordinaire avec moi. Donc, c'est juste de s'entourer de gens qui vont dire les vraies choses. D'ailleurs, un invité que tu devrais... Franz Santelimi, je sais pas si tu as dit de quoi, là. Oui. Lui, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui m'a amené toutes sortes de réflexions sur moi-même que je... Ah oui? Ouais. Comme quoi? Je sais pas, il a une approche très cartésienne. Tu sais, c'est un gars en technologie, il est chancelier de l'Université de Montréal Oui, aussi. je le connais. Puis j'ai développé un lien très fort avec lui parce que je trouve que son approche... il passe pas par quatre chemins, puis il veut vraiment ton bien, mais il veut te faire grandir. Fait que... à chaque fois que j'ai une conversation avec, j'en sors grandi par son approche. Il va te donner du feedback. Il va me donner du feedback. À un moment donné, on faisait des interviews. On avait un podcast, nous, à l'époque. Ah ouais? Ouais, avec 98.5. Avec OK. moi, Jess, puis Franz. Ça s'appelait Verre à moitié plein. Mais c'est la constance. On avait des invités, c'était dur. C'était extraordinaire. Et à un moment donné, il m'avait dit t'interromps toujours à personne, ferme ta gueule, tu sais. Puis je me suis rendu compte que j'interrompais souvent les personnes, tu sais. Fait que ça me... Mais il n'y avait personne qui avait osé me le dire. Mais n'importe quel petit feedback, il me le donne tout le temps, dans la spontanéité, puis je sais que c'est bienveillant. Fait que j'ai dit, tabarnouche, je veux vraiment être proche de lui. Mon point, c'est avoir des gens qui vont dire les vraies choses, puis qui n'auront pas de problème, puis que tu sais que ça ne te blesse pas, c'est un cadeau. Ouais. Ça. Mais encore une fois, on revient quasiment à la même thématique qu'on aborde, mais justement, il y a combien de monde qui se serait fermé la trappe avec ça? Beaucoup. La plupart. Ouais. Il se serait dit, je veux pas le blesser, non. Puis toi, tu l'as reçu, puis je sais pas s'il est allé avec délicatesse ou peu importe. Pas vraiment, mais c'est pas grave, ça. Non, c'est pas son style, mais c'est comme ça que je l'aime. Mais mon point... au moins, tu l'as. Oui, mais moi, je suis quelqu'un qui a une estime de soi fort. Donc, j'ai pas besoin de que tu passes par quatre vérités. J'ai eu une enfance extraordinaire, j'ai eu des parents aimants, donc l'estime, c'est bien bâti. Et donc, oui, elle peut se détruire selon ce que tu vis. Mais moi, je trouve toujours qu'un feedback, c'est un cadeau. Il y a des fois des gens... Il y a une femme, à un moment donné, j'étais en une conférence à Regina, OK? Des pharmaciens. Puis je vise quelqu'un sur son téléphone alors que je présente. C'est tous des owners de pharmacie. Puis je la vise parce qu'il est sur son téléphone. L'intention est bonne, malhabile. On m'envoie un courriel, là, mais catastrophique, OK, la personne? La dame en question? Oui, elle dit, vous étiez impoli devant mes pairs. En passant, je prenais juste des notes de votre conférence. Mais c'était vraiment très mal fait, le feedback. Mais moi, je ne suis pas arrêté à la composition du feedback. J'ai pris un pas de recul. J'ai dit, salamment, on va dire. En fait, je l'ai fait souvent. De prendre quelqu'un dans un auditoire parce qu'il est sur son téléphone, peut-être que la personne prenait des notes puis elle s'est sentie mal. Ça a été un super feedback. J'ai pris du recul, je lui ai écrit un message extraordinaire. Je ne suis pas embarqué dans son... J'y ai été avec beaucoup... Merci tellement pour votre feedback. Là, évidemment, elle a dû être un peu... shaky. Elle a dit, aïe, comment... J'ai envoyé un message de même, puis il me répond avec autant de bienveillance parce que je voulais lui lancer un petit clin d'œil que moi, j'ai pris le feedback. Je me fous de comment tu l'as écrit. Ça te regarde. Moi, ce qui me regarde, c'est qu'est-ce que je peux faire avec. Et ça a été un feedback hyper constructif pour le restant de ma carrière de conférencier. Je ne l'ai plus jamais refait. Et je suis certain que j'ai blessé plein de monde sans le savoir. Ah ouais. Alors que l'intention était bonne. Je voulais juste reconnecter avec toi. Puis c'est drôle parce que, après ça, là, peut-être que tu sentais aussi qu'elle l'écoutait pas full. Là, mais c'est vrai que moi, quand je suis dans une conférence, si j'ai pas mon carnet... Je suis dans mes notes, là. Ben, c'est ça. Je suis en train de taper sur mon téléphone parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, puis... tu comprends ce que je veux dire? J'aime ça, structurer mes idées, mes idées puis mes apprentissages, fait que... Feedback, c'est un cadeau, mais c'est un acte très vulnérable, donner un feedback à quelqu'un. Pourquoi?
Ben, parce que quand tu donnes un feedback, tu sais pas comment l'autre va le recevoir. Le danger, c'est que la personne te juge, réagit pas comme tu voudrais au feedback que tu donnes. C'est vulnérable de donner un feedback. Ça me fait penser à... quand j'ai annoncé que je lançais le podcast, il y a des personnes qui l'ont partagé sur LinkedIn. Puis il y a quelqu'un qui a commenté le post de quelqu'un d'autre. Ouais. Puis moi, dans ces temps-là, comme, tu sais, mettons, je réponds vraiment pas à tous les commentaires, je réponds vraiment pas à tous les messages, mais si quelque chose m'interpelle, par exemple, je vais prendre le temps de répondre, peu importe, tu sais, si la chose m'interpelle. Puis j'avais comme un peu l'impression que... Tu sais, puis après ça, on part tout aussi de, j'imagine, nos propres blessures aussi, là, pour lire, là, comment... Mais en fait, ce que j'en comprenais un peu, c'était que lui, il donnait ses propres exemples, puis il disait, tu sais, si elle a vécu ça, puis ça la chamboule à ce point-là, peut-être qu'elle n'est pas faite pour être entrepreneur. Moi, c'est ce que j'ai lu. Est-ce que c'est ça qui était écrit? Pas Selon ta grille d'analyse. Ouais. Puis là, j'ai comme répondu quelque chose, mais c'était vraiment pas... tu sais, j'étais pas arrogante ni rien, j'étais comme dans la curiosité. Puis là, en fait... Puis il m'a répondu, non, mais c'est parce que moi, ça a pris 3 ans, tu sais, m'en remettre de ça. Puis j'étais comme, aïe, il était pas dans le jugement. Pantoute. Il était, genre, moi, j'ai lu quelque chose, j'ai répondu, puis il m'a partagé, tu sais, c'est comme ouvert. Ouais. Ben, imagine, c'est exactement ce que je te dis. Quand que tu parles au téléphone, il n'y a jamais cette perception-là parce que c'est dans la fluidité. Fait qu'il aurait dit ça, tu aurais réagi, il aurait réagi, ça aurait été terminé. Là, il a écrit quelque chose, puis c'est bien correct qu'on était dans... Mais là, tu as interprété avec ta grille d'analyse, avec tes expériences, parce qu'on est toujours dans la subjectivité. Ça, c'est important de le savoir. Ouais. On décide comme on est. On dirige comme on est. On reçoit comme on est. Fait que ta grille d'analyse a vu des choses par rapport à tes lunettes, tes expériences, tes émotions du moment. Alors que lui ou elle, c'était tout autre chose. C'est fascinant. Non, je sais, c'est fascinant. Puis en fait, j'étais comme... Une chance, j'ai pris la peine de lui répondre. Puis une chance qu'il m'a répondu aussi. Puis c'est sûr que ce commentaire-là, il me traitera encore dans la tête. T'sais. Clairement. Puis pourtant, quand je suis venue clarifier... Tu sais, quand lui a clarifié, j'ai fait « Ah, mais non, il voulait juste me dire que lui aussi, il avait trouvé ça rough à cette époque-là. C'est pas pendant tout ça. » Et ça, ça arrive tout le temps. Tu sais, moi, je prends la peine, après une conf, de remercier la personne qui m'a embauché. Oui. Puis à un moment donné, il m'est arrivé une fois où la personne ne m'avait pas répondu. Puis là, je disais, elle a vraiment pas aimé, la machin, nanana. Puis j'hésitais, puis à un moment donné, je disais, il faut que j'aille au cœur de ça m'habite trop, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai réécrit, puis elle a dit, j'avais oublié d'envoyer la réponse. Elle avait kiffé, ils avaient adoré, puis tout ça. Mais moi, pendant tout ce temps-là, comme un poireau, je m'étais imaginé, parce que je suis une personne sensible, puis je suis un peu un pleaser, moi. Mm-hmm. Puis tu sais, j'ai envie que les gens soient heureux, coûte que coûte. Fait que tu vois, on est toujours dans nos grilles d'analyse à nous. Une manière de s'en sortir, c'est d'aller valider. Mm. Tellement un bon point. C'est d'aller valider, ouais. Mais, ouais, c'est tu vois, une de... Moi, j'ai toujours... Puis là, je deviens très vulnérable en disant ça, puis j'en ai pas parlé beaucoup, même mettons, dans ma vie privée, là. Mais moi, j'ai toujours fonctionné sur un modus operandi que tout le monde comme aime Judith. Fait que c'est comme mon default mode. Tout le monde quoi? Tout le monde aime Judith. Okay. Dans le sens que, comme, tu sais, parce que je suis intéressée, parce que je suis, tu sais, genre partout ce que je suis allée dans ma vie, mon default mode, c'est de penser que, genre, of course, que les gens m'aiment. Puis je pense que ma plus grande blessure par rapport à Cookit, c'est que maintenant, mon default mode sur ben des affaires, c'est de penser que tout le monde haït Judith. Fait que maintenant, j'ai comme l'impression que... Tu sais, si tu racontais ça, puis je me disais... En fait, la phrase qui m'est venue, c'est ouais, l'importance de valider. Puis après ça, j'étais genre, ouais, mais là, c'est temps-ci, il va falloir que je valide avec 400 personnes, tu sais. Ben, je pense que you have to loosen up. Là. Je veux dire,
Ouais, mais justement, tu sais, comment on fait... Mettons, tu sais, je te raconte cette histoire-là. Là. Qu'est-ce que tu as envie de me dire pour comme... Mais je pense qu'il faut que tu sois confortable avec qu'est-ce qui t'appartient puis qu'est-ce qui t'appartient pas. Il y a des choses qui t'appartiennent pas. Tu sais, la vision d'une personne, la perspective d'une personne, si, premièrement, il n'y a plus de lien de connexion puis machin, puis elle pense quelque chose de différemment que toi, ça t'appartient pas. Il faut être confortable aussi avec les différences d'opinion, les divergences, les débats, puis que quelqu'un ait plus de la misère avec comment ça s'est passé, machin, puis que là, l'histoire est où elle est, ben ça t'appartient pas aussi. À un moment donné, il faut être faut être confortable de let it go. Let them be, comme on dit. Mm. À un moment donné, il y a des choses si c'est quelqu'un que tu estimes beaucoup, qui est proche de toi, meilleur ami, machin, ben, je pense que ça vaut la peine de creuser. Oui. Puis d'autres fois, juste de let them be. Let them be. Mais comment on fait pour, admettons, justement, Admettons, ça, j'ai comme l'impression que c'est comme une nouvelle étiquette que je viens de me coller dessus. Parce qu'avant, puis elle est venue comme remplacer l'ancienne qui était comme... Tu sais, fait qu'admettons, quand tu rentres dans une pièce, puis t'es dans un mode, ben oui, tout le monde m'aime. Fait que tu vas agir fondamentalement différent que si tu rentres dans une pièce puis t'es comme, mon Dieu, tout le monde, comme, là, qu'est-ce que je vais dire? Non, tu deviens super self-aware, rempli de doutes, etc., etc. Puis je dis pas que, mettons, quand je rencontre des gens, c'est comme ça, mais, tu sais, tout dépendant, c'est quoi tes social constructs, mettons, tu vas agir différemment. Les gens qui sont très extravertis, comme moi puis toi, tu sais, on rentre dans une pièce puis on se dit que, tu sais, ça va être, qu'on va apprendre, que ça va être le fun, qu'on va mettre de l'énergie, on va ressortir de là avec l'énergie. Plein d'énergie. Mais là, justement, tu sais, fait que là, ça, c'est un exemple. Mais justement, est-ce que toi, dans ta vie, tu as eu à un moment donné des étiquettes que tu es venu te coller à cause de peut-être blessures ou peu importe, puis qu'il a fallu que tu viennes comme... Ouais. La déconstruire. Ben oui, dans le foot, dans le soccer. Ouf! Être le canard boiteux là, dans les équipes que tu essaies d'être pro puis que tu essaies de faire appartenir à un groupe puis you have to fake it presque pour te faire accepter. Puis, oui, je l'ai eu plusieurs. Puis je pense que tout ce bagage d'échecs au soccer m'a permis de juste être confortable et de m'assumer pleinement aujourd'hui. Mais ça a été un travail Mais de fait que longue. maintenant, tu veux dire que toi, tu t'es mis l'étiquette canard boiteux? Ben, pas canard boiteux, mais que ça allait être vraiment... C'est ça que t'as dit. Oui, je sais. Mais tu sais, d'être dur, d'être trop dur sur toi-même, puis de te donner une pression irréaliste, puis de voir les résultats, puis à quel point, dans le fond, les gens, là, ils vont pas parler tant longtemps sur toi, là. Ils vont peut-être... Ils ont une vie, ils ont d'autres choses à faire. Je sais. Ils ont d'autres choses à faire, là. Je sais. Sur se donner mais je pense que ça, c'est un peu du narcissique de ma part, de penser que, justement, là, j'entretiens tellement de... En fait, comme... Les gens ont leur vie. Les gens... Les gens ont leur vie. They don't care. They don't really care. The one that care, they're gonna love you. Peu importe qui tu es, peu importe qu'est-ce que tu fais. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui est important de se le rappeler. Là. 100%. C'est que, justement, tu sais... At the end of the day. Toi, tu y penses tout le temps à toi, ou est-ce que, tu sais, comme... Mais... Ouais, mais eux, non. Eux, non. Eux, non. En conférence, combien de fois, justement... Combien de fois, justement, t'as dit quelque chose dans une situation puis que toi, tu l'as overthinké, cette situation-là? Des milliers de fois. Puis que finalement, la personne, elle l'a même pas entendu ou elle l'a entendu puis, tu sais, ça a comme... OK. Puis t'arrives là 2 jours plus tard puis t'es comme... Là, tu sais, j'ai dit ça, là, mais comme... Puis toi, ça fait la personne est comme... je me suis même pas rendu compte de ça. Je te jure. Plein de fois. T'allais me dire en conférence? Non, en conférence, c'est que j'ai toujours envie de plaire à tout le monde, là. Parce que tu as des centaines de personnes tout le temps, puis ils sont tous différents, puis tu essaies d'avoir un discours qui fait du sens avec de la vulgarisation, puis que tout le monde ait du fun. Mais la réalité, c'est que si tu plais à tout le monde, tu plais à personne. Et donc, il faut être confortable avec ton style, tant dans ton énergie et du message que tu livres. Il faut que tu sois meilleur à ce que tu fais. Donc, essaye d'être dans la meilleure version. Mais il faut que tu sois confortable qu'il y a des gens qui vont pas aimer autant que d'autres. Puis d'être confortable avec ça. Mais c'est vrai que ça, tu sais, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment réalisé. Mais mettons, c'est comme une entreprise de service que tu as, où est-ce que tu es ce service-là. Ouais.
Nous, quand on livrait un produit chez Cookit ou dans toutes les autres organisations qu'on livrait, que j'ai travaillé, on livrait un produit, puis après ça, le produit, tu peux le critiquer, tu le dire ce que tu veux. peu importe. Dans ce modèle d'affaires-là, c'est vous le produit. Là, T'as tout compris. C'est moi le produit, il faut que... Moi, j'ai une énergie débordante. C'est comme là, tu me verras en scène, tu te dis... Je rentre en scène, puis j'ai une énergie qui me caricature. Je suis burlesque, je suis dans l'humour, je suis dans l'impro, je suis dans les émotions fortes. Donc, je bascule du rire aux larmes. Puis j'essaie de vulgariser la science. Fait que j'essaie qu'au moins 80% vraiment adorent ce que je présente. Par contre, il faut que je sois confortable, que ça ne pourra pas plaire à tout le monde. Puis j'essaie toujours de dire à ma tête, à moi-même, si tu plais à tout le monde, tu plais à personne. Fait que c'est quoi que tu veux lancer comme message, puis fais-le de la meilleure manière que tu es capable, puis d'être confortable que ça ne sera pas parfait, puis de vivre avec. Tu sais, je me rappelle une fois, je présentais à des psychiatres, des psychologues dans une affaire de reconnaissance dans un CIUS quelconque, et j'étais hyper stressé parce que là, j'allais parler de l'humain à des... T'sais, à des experts. Ben oui, t'as le sein. Fait que là, chaque chose, il y avait des sources scientifiques sur chaque planche, peux-tu te dire. Puis finalement, j'ai eu des témoignages d'une profondeur. J'avais ben trop... j'ai juste été moi-même à la fin, puis c'était parfait. Donc, mon point, c'est que faut être bien préparé dans un métier comme le mien. Essayer d'avoir la responsabilité le plus possible de dire des choses qui sont via des faits, emballer le tout par des histoires, puis d'être confortable avec le résultat, tout simplement. Et ça, c'est vrai comme entrepreneur, c'est vrai comme n'importe quel. Mais tu sais, quand tu es devant 150 personnes, puis ils n'ont peut-être pas décidé d'être là, c'est une Judith qui a dit « je te veux pour mes employés ». Il y en a là-dedans qui n'ont pas envie d'être là déjà. Fait que tu commences avec 2 prises. Fait que tu as 5 minutes à peu près pour lancer un message qui fait du sens, puis tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est un métier quand même pas facile. Là, je vais revoir mes notes 2 secondes, voir si j'ai... Mais il y a tellement de sujets que j'approfondirai encore plus. Mais je regarde le temps filer, puis je me dis qu'on peut pas aller là. Fait que, tantôt, t'as dit que... Tu lançais des questions que tu te posais une fois de temps en temps, puis j'ai comme le goût... Je sais pas si j'ai le goût de finir là-dessus, mais j'ai le goût de te la poser. Tantôt, tu disais, tu sais, c'est quoi mes plus grandes peurs? Ouais. C'est quoi tes plus grandes peurs? À moi? Mes plus grandes peurs, c'est que... C'est de ne pas être là pour mes enfants quand ils en ont vraiment besoin. Ça, c'est ma plus grande peur. De ne pas être là pour ma mère, si elle en a vraiment besoin, pour ma femme. Les personnes que j'aime le plus, d'être présent quand ça compte. Parce mon père est décédé d'un cancer, puis malheureusement, le travail m'habitait beaucoup, puis il y a des moments où j'aurais pu être là, puis j'en ai décidé autrement. Et ça m'a marqué au fer. Puis aujourd'hui, je veux vraiment être là quand ça compte pour les moments déterminants des gens que j'aime. Les petits moments, pas les grands moments. T'as tout compris. On a appris ça. Les petits moments. Ne sous-estime pas chacun des petits moments. C'est rempli de magie. Ben Benoît, merci beaucoup d'être venu ici aujourd'hui, de t'être livré, de m'avoir appris plein de choses. Merci à toi. Merci. C'était vraiment le fun. Merci. Merci.